Cette histoire raconte l'histoire d'un aventurier qui a osé défier les dieux en dévorant le cadavre d'un minotaure. Malgré son bras brisé et déchiqueté, il a continué à manger. Au bout d'un moment, ses blessures commencent à se régénérer. Il acquiert la compétence « rugissement de terreur » et la compétence « maîtrise de la hache de guerre ». Il pousse ce même rugissement, qui a alerté les autres monstres. On apprend que, dans les archives d'un noble, une inscription terrifiante justifie la consommation de la chair d'un monstre comme une grave transgression de l'ordre naturel. Les monstres s'avancent vers lui, et nous apprenons que s'imprégner de l'essence d'un monstre revient à inviter la corruption insidieuse de sa magie à pénétrer sa carapace mortelle. Alors que la magie immonde s'empare du corps humain, les premiers signes de corruption sont une sensation d'euphorie accablante et une poussée de force surnaturelle. Puis survient le second signe avant-coureur de la transformation, l'apparition de troubles invalidants, tels qu'un mal de tête paralysant et des nausées. Il commence à raconter que s'il s'en sort vivant, il jure de retrouver ces salauds. Et la troisième et dernière étape de la corruption est une lutte acharnée, mais glorieuse, jusqu'à leur mort. L'homme affirme être déterminé à assouvir sa vengeance. L'alternative est de succomber entièrement aux ténèbres envahissantes et de devenir un monstre à son tour. On voit l'homme lutter désespérément, les repousser, et entre chaque attaque, il mordit et continue jusqu'à pousser un dernier hurlement primitif. Et il se retrouve alors avec un seul monstre. Ce qui se dresse devant lui est un basilic géant. Il commence à dévorer une tête du loup, acquérant ses compétences, et bondit droit sur le monstre. Puis, la foudre se propage autour de l'homme, et il l'active sur le basilic, le catapultant. Il le mange à son tour, acquérant ses compétences, et il continue. Ce cycle est sans fin, il tue, consomme et avance. Il ignore depuis combien de temps il est coincé là. Alors qu'il avance lentement, il est déterminé à survivre. Mais lorsqu'il lève les yeux, pensant être presque sorti, il est accueilli par un filet de monstres. Il déclare, « Ce ne suffit pas, il survivra quoi qu'il arrive. » Cela nous mène à une ville frontalière nommée Varona. Ce territoire est criblé d'innombrables donjons et abrite un lieu connu sous le nom de labyrinthe nocif. Le brouillard inquiétant qui emplit ce labyrinthe épuise lentement les statistiques de l'aventurier à chaque seconde qui passe. Alors que la plupart des aventuriers évitent ce labyrinthe comme la peste, lui va et vient comme si c'était chez lui, ce qui lui vaut le surnom de « sale cueilleur ». On le voit sourire en disant que c'est bien et qu'il y en a plein à cueillir aujourd'hui, puisqu'il est au 6e étage du donjon. Ce sont des plantes qui poussent spécifiquement dans ce donjon, appelées herbes du mildiou. C'est ce qui lui permet de garder les poches pleines. Il dit qu'il ne devrait pas en faire trop aujourd'hui et prendre juste ce dont il a besoin, et que cela devrait lui durer au moins 3 jours. Il entend des rats et se retourne en les voyant juste à côté de lui. Il dit qu'on les appelle des rats pestiférés. Il se met à courir vers eux et explique que de nombreux monstres de ce labyrinthe utilisent du poison ou du gaz toxique pour leurs attaques. C'est en partie la raison pour laquelle les aventuriers évitent cet endroit. Mais ce n'est pas son cas, il bondit à travers le brouillard et coupe le rat pestiféré en 2. Il le poursuit ensuite, tuant instantanément un autre rat, tandis que 2 autres se jettent sur lui. Il frappe en diagonale, s'attaquant au premier comme à une batte de baseball, puis le dernier lui saute sur le bras. Alors qu'il commence à le mordre, quelqu'un lance une boule de feu derrière lui et fait exploser le rat devant lui. Alors qu'un brasier s'enflamme, il observe le feu et on entend des aventuriers s'approcher de lui, disant que c'était complètement faux. L'un d'eux explique que c'est pour cela qu'il lui a dit de se rapprocher avant de lancer son sort. L'homme dit que ce sont des visages amicaux de la guilde des aventuriers. On apprend finalement que cet homme s'appelle Rude. Les hommes disent qu'un coup de main lui aurait été utile, et Rude les remercie, mais ajoute qu'un avertissement avant le lancement aurait été bienvenu. Le mage affirme l'avoir entendu crier le sort. Le lard leur apprend qu'il y a bel et bien un groupe de mauvaises herbes ici, et ils s'enthousiasment, disant que c'est ce qu'ils aiment entendre. Rude s'en rend compte et leur demande s'ils le suivaient simplement pour trouver un endroit. Le mage leur demande pourquoi ils feraient ça, puisqu'ils essaient juste de gagner leur vie dans ce labyrinthe, et ils l'ont vu et ont décidé de les aider. Le moins qu'ils puissent faire, c'est de le remercier, en le traitant de. L'épéiste a l'air prêt à en découdre. Le lard a l'air prêt à se régaler. Et je ne vois pas de barre pour le mage. Rude réalise qu'il ne peut pas les combattre tous les 3 et se retient, s'excusant d'avoir douté d'eux. Puis il les remercie pour leur aide, même s'ils n'en avaient vraiment pas envie. De retour à Vérone, il se dirige vers le foyer d'or, qui est aussi sa résidence. Il est jeté à terre, et certains hommes disent qu'il pue tellement qu'il leur coupe l'appétit. Ils veulent le lui expliquer, car il ne comprend pas.
Le plus important pour un aventurier est de posséder de puissantes compétences pour tuer les monstres. Mais la seule chose qu'il possède, c'est cette immunité passive de statut, et il n'arrive pas à croire qu'il se qualifie d'aventurier. Dans quel monde l'immunité de statut est-elle une ignorance? Cette logique est absurde. On en apprend davantage sur son immunité de statut et sur son pouvoir unique. Utile pour explorer des lieux comme le labyrinthe nocif, elle est totalement inutile en combat réel contre des monstres, car sans aucune compétence de combat, personne ne voulait de lui. Il a donc dû fouiller les étages supérieurs du labyrinthe pour trouver des objets, ce qui lui a valu le surnom de « fourrageur sale ». Autrement dit, c'est un aventurier de pacotille avec une puissance de combat de pacotille. La triste réalité, c'est qu'il peut à peine gérer quelques rats et il se demande s'il va vivre et mourir pathétiquement ainsi, recroquevillé dans son lit, déprimé et en redemandant. Le lendemain, à la guilde des aventuriers, il annonce qu'il doit trouver un autre groupe avant que la récolte de la veille ne soit épuisée. Mais il dit que cela semble un peu plus chargé que d'habitude et il demande à la réceptionniste si un gros travail est arrivé. Elle annonce la découverte d'un nouveau labyrinthe. Il est surpris et affirme que ces donjons sont une mine d'or pour les aventuriers, regorgeant de butins précieux et d'objets magiques, et que c'est ce qui enthousiasme tout le monde. Elle parle aussi de l'herbe toxique qu'il rapporte toujours. À compter d'aujourd'hui, son prix a baissé de 70 pièces d'or. Rude n'en croit pas ses oreilles et commence à lui demander ce qui s'est passé. Il explique que le labyrinthe toxique n'est pas si populaire que ça et que, comme tout le monde s'apprête à explorer le nouveau, la demande a chuté. Il répond que c'est impossible, se demandant comment l'offre pourrait chuter simplement à cause d'un nouveau labyrinthe. Rude dit qu'il veut aussi explorer le nouveau labyrinthe et qu'il veut savoir où il a été créé. Elle dit que le nouveau donjon se trouve également dans les montagnes d'Avalo, et qu'il est hors de sa portée. Il lui demande ce qu'elle veut dire, et elle répond qu'il faut être de rang D ou supérieur pour entrer dans les montagnes d'Avalo. Vu qu'il n'est qu'un rang E, il n'est pas qualifié. Il serre les dents et dit qu'il doit entrer dans le labyrinthe, demandant s'il peut faire quelque chose. Elle répond tristement que les règles sont les règles et laisse échapper un soupir. De toute façon, il se tuerait probablement là-dedans. Il essaie de lui dire que ce n'est pas vrai, mais un homme s'approche de lui, lui disant que s'il est si désespéré d'y aller, il devrait considérer son offre, lui demandant s'il aimerait rejoindre son groupe comme porteur. Il sourit à Rude. Le chariot saute sur une calèche qui descend la route. À l'intérieur, on voit Rude, l'homme qui lui a proposé d'être porteur et le reste du groupe. L'homme dit qu'il est vraiment content de l'avoir croisé. Trouver quelqu'un pour transporter le butin du nouveau donjon a été difficile. Rude, lui, répond que c'est une évidence. Tous les aventuriers de la guilde vont envahir la nouvelle zone, donc bien sûr, trouver un porteur était difficile. La mage dit qu'elle comprend, mais se demande encore s'il était vraiment obligé de choisir le fourrageur malhonnête. L'autre homme du groupe répond sérieusement, n'importe qui d'un temps soit peu utile aurait été mieux. Le chef lui conseille de ne pas être si dur avec lui. Il est aventurier depuis un moment maintenant et ce devrait être mieux qu'un débutant complet. Il ajoute qu'il est temps de faire les présentations. Il se présente comme Veille, chef de la lame cramoisie. Viennent ensuite Sacha et Rick, tous trois aventuriers de rang D. Rude se présente également, précisant qu'il n'est qu'un rang et qu'il est ravi de les rencontrer tous. Val ajoute qu'avant de partir, il aimerait voir de quoi il est capable et demande sa carte de guilde. Rude accepte, puis la sort et l'ouvre pour lui. Elle affiche ses statistiques, son niveau, toutes ses compétences comprises. Val se dit surpris de voir qu'il sait utiliser la magie du feu. Rude dit que c'est trop faible pour être utilisé au combat, mais c'est juste assez pour éclairer les endroits sombres ou pour cuisiner. Val rit, disant que cela devrait être largement suffisant et lui souhaite la bienvenue. Alors qu'il continue d'avancer, on voit Sacha, Rick et Val tous très excités d'être enfin arrivés, car cette porte les mènera au labyrinthe nouvellement découvert, le labyrinthe d'Avalo. Sacha demande s'ils ont devancé tout le monde et Rick dit qu'ils doivent se dépêcher d'explorer. Ils franchissent la porte, mais à l'intérieur, ils ne voient que des aventuriers. Et ils disent que l'endroit est déjà bondé. Ils voient des gens cueillir de l'herbe à puce et des gens combattre des gobelins de l'autre côté, et puis il y a déjà des trésors en cours de tri. Sacha n'en revient pas, disant que cet endroit est complètement encombré d'aventuriers et que c'est nul. Val dit que le premier étage a probablement été complètement fouillé comme Bonnie Blue. Sacha dit, je vais te battre. Rick lui rappelle que c'est elle qui a dit ça, mais qu'il devrait plonger plus profondément dans la partie inférieure avec moins de monde. Elle dit, ça a l'air d'être un plan. Rude dit que le labyrinthe a été découvert récemment, donc il devrait cartographier le premier étage avant de descendre.
Sacha dit qu'ils n'ont pas demandé l'avis du portier, et Rick rit, expliquant que c'est pour ça qu'il n'est encore qu'un rang 1, malgré son âge avancé. Val leur dit d'arrêter, car il n'avait aucune intention malveillante. Mais ils cherchent encore quoi faire du labyrinthe. Cela dit, il reconnaît qu'ils doivent s'enfoncer plus profondément, car rester ici ne leur rapportera rien, et ils se dirigent droit vers les escaliers. Finalement, ils descendent au 4e étage, et on voit un loup bondir sur eux. Ruth semble un peu décontenancé, mais Rick intervient, le tue et lui dit de ne pas se laisser effrayer par ces monstres. Sacha en tue un instantanément avec son éclair. Puis, Veil en coupe un en deux. Le sang gicle partout et Rude réalise leur force, mais ses membres sont bloqués. Le dernier loup s'effondre et Veil abat sa lame en soupirant. Sacha dit que c'est une bonne chose qu'ils soient descendus, car ils ont maintenant du butin et que c'est agréable de ne pas avoir à rivaliser avec d'autres groupes. Val affirme que les monstres ne sont pas trop forts et que les trésors ne sont pas trop mauvais non plus. Rick hurle sur Rude, lui ordonnant de bien piller et cacher les monstres qu'il tue, lui demandant s'il comprend. Rude dit que ceux qu'il a tués sont trop endommagés pour en tirer quoi que ce soit d'utile, et que les cristaux magiques sont probablement tous brisés. Rick demande comment il sait qu'ils ne sont pas intacts, affirmant qu'il ne devrait même pas songer à se relâcher et à vérifier. Il dit qu'il ne laissera pas les cristaux magiques l'atteindre et qu'il devra les utiliser. Rude n'en a vraiment pas envie, car à en juger par la façon dont Rick a tué ces monstres, il ne reste définitivement plus rien, mais il se retient, promettant de les récupérer. Il s'approche d'un monstre qui saigne de partout et dit que, comme il l'a mis en pièces, il y a des entrailles et du sang partout. Il commence à utiliser sa magie du feu et dit que la brûler pourrait peut-être améliorer les choses. Rick se moque de lui en le voyant utiliser sa magie du feu et lui demande s'il veut du sel et du poivre pour l'accompagner. Il dit qu'ils ont probablement assez exploré et qu'il commence à avoir faim, car même la viande de monstre lui paraît bonne. Sacha dit que c'est horrible, car il est interdit aux aventuriers de consommer de la chair de monstre. Si de l'énergie corrompue pénètre dans leur corps, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Il dit qu'ils plaisantaient, car ils pourront se gaver de la récompense après cela. Il commence à entendre un rugissement à glacer le sang, suffisamment fort pour leur choquer les tympans, suivi de ses pas très lourds. On aperçoit l'un de ses sabots et ils disent que ce n'est pas normal de se demander ce que fait un minotaure ici, car c'est un monstre de rang B des premiers étages, ce qui n'a aucun sens. Ils commencent à foncer sur eux et Rick et Sacha disent que c'est terrible. Ils n'y parviendront pas, même s'ils attaquent ensemble en demandant quoi faire. Val leur dit qu'ils devront utiliser leurs objets, ordonnant à Rude de lui lancer le sac à dos et de surveiller le monstre pendant qu'il l'élimine. Rude répond, bien sûr, il l'a et lui demande ce qu'il a en tête. Val sourit, affirmant avoir un plan vraiment efficace. C'est son atout. Il lève son épée et fend le dos de Rude. Du sang jaillit et il hurle, ordonnant à Sacha et Rick d'agir. Rick lance sa hache en avant grâce à sa compétence, inspiration guerrière, qui attire l'attention du monstre sur une personne ou une arme. La hache atterrit juste à côté de Rude, et Sacha lance hâte, qui double la vitesse des cibles, c'est-à-dire elle, Rick et Voile. Rude comprend qu'ils allaient le laisser tomber dès le début, et Val dit, bien sûr, qui d'autre voudrait se joindre à un perdant comme lui. Rude n'arrive pas à croire qu'il les laissait mourir ainsi, et il s'enfuit en lui disant de les occuper. Il les traite de fils de, prétextant sa vengeance. Il se met à leur hurler dessus, frustré de ne pouvoir rien faire. Le mineur s'approche, brandissant sa hache, et Rude lève les yeux vers lui, croisant son regard avant qu'il ne s'abatte, l'envoyant valser. Il finit par atterrir à proximité et se dit qu'heureusement, il a raté sa cible et qu'il a peut-être une chance après tout. Mais il se dit de ne pas se leurrer, ce sera la fin, car le mineur fonce droit sur lui et le frappe d'une épaule, l'envoyant traverser le mur. Le mur derrière lui commence à se fissurer et le mineur le traverse de part en part. Le mineur réalise alors son erreur et commence à tomber dans un trou situé juste de l'autre côté du mur. Il tombe jusqu'en bas. Rude, à peine conscient, le sang ruisselant de partout, dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie. Il regarde de son côté et réalise que le Minotaure a amorti sa chute, même si ses bras et ses jambes sont brisés. Il dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne meure, même si, par miracle, aucun autre monstre ne se présente. Il se videra de son sang, et il a tellement faim qu'il se demande s'il a quelque chose à manger. Il pense au Minotaure comme à un en-cas, mais réalise qu'il ne devrait même pas en plaisanter, car il sait ce qui arrivera s'il mange la chair d'un monstre. Il décide de succomber à son sort, disant que sa vie a été si misérable, et il se souvient que quelqu'un lui avait dit, plus jeune, que
même si les choses deviennent difficiles ou insupportables, il ne devait jamais abandonner. Il commence alors à déchirer le Minotaure, à en manger la chair et à se nourrir. Et nous savons déjà ce qui adviendra à cause de cela. Consommer la chair d'un monstre transforme lentement un humain en monstre. Et c'est un sort pire que la mort par empoisonnement ou toute autre cause. On voit que ses yeux sont devenus complètement fous alors qu'il creuse plus profondément. Ses bras sont toujours pleins de, et il dit, poussé par la faim et une soif incontrôlable de sang. Rude finirait par commettre l'impensable. Mais il était loin de se douter du résultat inattendu qui allait bientôt suivre. Plus loin dans le donjon, on voit une multitude d'yeux brillants, car ce sont tous des chauves-souris. Rude s'avance lentement en titubant, la hache à la main, et ses yeux semblent complètement dépourvus de raison, comme s'il s'était transformé en bête. Les chauves-souris commencent à voler sur lui et il active la compétence « Rugissement de terreur » qu'il a volé au Minotaure. Les chauves-souris commencent à être déchiquetées par l'attaque elle-même et meurent sur le coup. D'autres chauves-souris volent alors, puis Rude utilise la deuxième compétence du Minotaure, Force augmentée, qui, comme son nom l'indique, augmente temporairement sa force. Il resserre sa prise sur la hache et balance en avant, réduisant toutes les chauves-souris devant lui en véritables morceaux. Il attrape quelques membres par terre et commence à les ronger. Il possède désormais leur capacité d'écolocation et l'utilise. Il commence à scruter les formes de vie environnantes. Il voit un serpent, un loup, une étrange créature oculaire et un autre minure. Il les entend approcher et dit qu'il devine que c'est une vraie fête. La seule question maintenant est de savoir s'il croit vraiment qu'il va se laisser dévorer, car c'est ce qu'il va leur faire. On voit le bras d'un monstre voler et Rude hurler aussi. Et puis, ce n'est absolument pas un minotaure. Qu'est-ce que c'est que ça? Il tue même le monstre aux yeux. Et il dit que la hache de combat est comme une extension de son corps maintenant. Et il peut simplement sentir les monstres grâce à des signatures magiques sans les voir. Alors qu'il déchiquette tout devant lui sans effort, il commence à mettre un des yeux dans sa bouche et le croque. Et il dit qu'à chaque monstre qu'il mange, il se sent de plus en plus fort. Tandis que ses blessures se régénèrent, il dit que son corps déborde d'une puissance inégalée. D'autres monstres se ruent sur lui, et il semble savourer chaque instant. Alors qu'il franchit enfin la porte du labyrinthe et que la lumière du soleil l'illumine, il se sent instantanément détendu et laisse tomber sa hache par terre, affirmant qu'il s'en est sorti. Il pousse un cri d'enfer, affirmant avoir survécu. De retour à la guilde des aventuriers, on voit plusieurs membres discuter, tandis que Sacha, Rick et Val se tiennent devant un vieil homme qui tente de leur expliquer leur situation. Il explique qu'après avoir entendu leur rapport, il a rappelé tous les aventuriers qui ont exploré le nouveau labyrinthe, et que seul leur compagnon, Rude, n'est pas revenu. Il s'agit du maître de la guilde des aventuriers de Vérone, Recuit. Val dit, la vérité, c'est qu'ils ont rencontré un minotaure au 4e niveau, et cela a coûté la vie à Rude avant même qu'il ne puisse réagir. Et si seulement il l'avait remarqué plus tôt. Et il le répète une fois de plus, pour essayer de le convaincre. Et même Sacha commence à faire semblant de pleurer. Rekne fait semblant de ne pas y croire. Il dit qu'il voit et qu'il va restreindre l'accès à ce donjon pour le moment. La réceptionniste baisse légèrement les yeux, puis est instantanément surprise lorsque la porte s'ouvre et que Rude entre. Tout le monde commence à chuchoter, disant qu'il a vraiment survécu. Val, Sacha et Rick réalisent que c'est grave et même Ruy est pris au dépourvu. Val accourt en disant Dieu merci qu'il soit sain et sauf, mais lui murmure à l'oreille que s'il dit un mot de cela, il est mort. Rick et Sacha s'approchent également en disant qu'ils voulaient vraiment le chercher mais que le labyrinthe était fermé. Rick commence à lui serrer l'épaule pour l'effrayer et Val crie en disant qu'il est si content d'être revenu vivant et qu'il devrait simplement célébrer son retour autour d'un dîner tandis qu'il pose sa main sur son épaule. Lui et Rick réalisent maintenant qu'ils ne peuvent plus le déplacer du tout. Rude dit que ces trois l'ont utilisé comme appât. Tout le monde se demande si c'est vrai et Val demande de quoi il parle. Ruiz veut qu'il explique ce qu'il a voulu dire par là. Rude dit que Val lui a dérobé son sac de butin, puis qu'il a été attaqué par derrière. Rick a alors utilisé une compétence pour attirer l'attention du Minotaure sur lui, et Sacha a lancé « hâte » sur eux. Ils ont tous pris la fuite, le laissant pour mort. Val affirme qu'il ment, car ils n'ont rien fait de tel. Recuit dit qu'ils peuvent régler cette affaire grâce au couvercle de la vérité. Une femme, déguisée en pieuvre, apparaît dans le couloir. On apprend qu'elle est une chercheuse de vérité, et Sacha est surpris d'apprendre qu'il quitte rarement la capitale. Recuit dit avoir remarqué que le taux de mortalité des porteurs engagés par son groupe était anormalement élevé.
Il a donc personnellement contacté une vieille amie et a fait venir la chercheuse de vérité. Il veut qu'elle leur dise laquelle des affirmations du groupe de Bâle et de RDS est la plus véridique. Ses yeux s'illuminent et elle affirme que les membres de la lame cramoisie mentent. Elle lève son bâton vers le ciel, qui commence à briller, et affirme que les dires de Ruth sont la vérité. Val réalise qu'il est fichu et les autres aventuriers n'arrivent pas à croire ce que manigance la lame cramoisie. Val hurle, lui demandant qui elle croit duper, et Reuil répond qu'il sait sûrement que sa compétence, les yeux de Varity, ne s'acquiert pas par des moyens normaux et que son effet est comparable à celui d'une compétence unique. Aucun mensonge ne tient face à l'œil de la vérité. À qui accorderiez-vous le plus de crédit? À la parole de quelqu'un qui a juré de consacrer son pouvoir au royaume ou à celle de quelqu'un qui tue sans cesse pour son propre profit? Val paraît inquiet et Reuil continue de hurler, affirmant qu'abandonner ses camarades est un péché capital pour un aventurier. De plus, il a délibérément attaqué un membre de son groupe et l'a utilisé comme appât afin qu'ils enquêtent minutieusement sur le reste de ses crimes. Et bien sûr, il ne pourra éviter de se voir retirer son permis d'aventurier et d'être vendu comme esclave. Sacha hurle, non, et Rick tombe à genoux, affirmant que c'est impossible. Val tremble, demandant s'ils essaient vraiment de le réduire en esclavage. Il regarde la chercheuse de vérité, affirmant que seules les choses qui n'étaient pas apparues sont arrivées. Il bondit sur elle avec son épée, hurlant à la mort. Rude comprend ce qu'il doit faire. Alors qu'il se rapproche de la chercheuse de vérité, Rude se précipite et bloque son attaque. Il dit qu'il lève sa lame contre la chercheuse de vérité, puis le frappe en plein visage avant de terminer sa phrase, projetant le voile jusqu'à l'un des murs avant que l'onde de choc n'éclate à l'extérieur. Il se rend ensuite au salon de la guilde des aventuriers et Renew s'excuse de retenir Rude, prétextant qu'il doit être épuisé. Rude répond que tout va bien, se demandant ce qui va leur arriver. Il ajoute qu'ils ont tous les trois été enlevés par les agents de la guilde et qu'ils seront soumis à un interrogatoire rigoureux. Il ajoute que s'il est confirmé qu'il utilise régulièrement des porteurs comme appât, d'autres crimes seront révélés. La lame pourpre va perdre tous ses biens et ils seront certainement réduits en esclavage après la révocation de leur qualification d'aventurier. Cependant, puisque Voile a tenté de s'en prendre à un chercheur de vérité, il y a de fortes chances qu'il ne puisse plus jamais le revoir. Rude dit que c'est une bonne chose. Puis Roy s'éclaircit la gorge, annonçant que le butin qu'ils ont récupéré dans le nouveau labyrinthe est désormais sans propriétaire. Alors, vu ce que Rude a traversé, il est normal qu'il l'accepte, et il y a environ 200 000 rachins là-dedans, qui lui disent d'accepter. Rude s'exécuter, dehors, on le voit tenir le sac. Il dit qu'il suppose qu'il n'aura pas à se soucier des dépenses courantes pendant un certain temps et qu'il n'imagine pas combien de temps il lui faudrait travailler pour gagner autant d'argent en cueillant des herbes et des mauvaises herbes, et que les aventuriers font vraiment de l'argent. Il remarque alors quelque chose de différent dans la façon dont tout le monde le traite, plus personne ne veut s'en prendre à lui, et personne n'est même amical. Il dit que s'il reste plus longtemps, quelqu'un pourrait se méfier de sa soudaine augmentation de stats et qu'il n'a d'autre choix que de se débrouiller dans le labyrinthe nocif. Il se dit d'arrêter ses pensées merdiques, car il a de l'argent maintenant, il peut enfin acheter de l'équipement et manger tout ce qu'il veut, et il ferait mieux de passer à l'armurerie avant toute autre chose. Il aperçoit alors quelque chose à proximité et dit d'attendre une minute en apercevant un sac magique valant exactement 200 000 rachines. Et il essaie de se convaincre de ne pas le faire, car il peut obtenir tous les plats qu'il veut. Mais on le voit le lendemain retourner dans le labyrinthe nocif et tuer les rats sans difficulté. Et il dit qu'il ne peut pas croire à quel point c'est facile. Il a dû se battre bec et ongles contre 5 d'entre eux auparavant, mais maintenant, c'est facile. Il utilise les informations de ce monstre et commence à analyser toutes ses statistiques. Il voit qu'il est de niveau 9 et que sa compétence s'appelle « gaz toxique ». Il dit qu'il semble pouvoir utiliser la compétence acquise en mangeant le monstre et les cadavres. Et il ajoute, à bien y réfléchir, qu'il ne pensait pas que le rat pestiféré était de niveau 9, mais il se demande aussi combien de niveaux il a gagné. Il a éliminé ces rats sans problème. Il dit donc probablement au moins 20. Mais en ouvrant ses statistiques, il constate qu'il est maintenant niveau 42 et que ses statistiques sont vraiment incroyables. Il commence à paniquer, disant qu'il était niveau 7 jusqu'à hier. Cela fait un moment qu'il n'a pas consulté sa liste de compétences. Alors il l'ouvre aussi, et elle est absolument pleine à craquer. Et il dit qu'il y en a tellement, et il a l'air vraiment excité. Il dit être retourné à l'endroit où il était tombé en sortant du donjon, mais le mur effondré était revenu à la normale. Le nouveau labyrinthe va être fermé pour un temps, et il prévoit de le parcourir rapidement aujourd'hui, mais il veut quand même le tester et voir combien d'étages il peut descendre avec sa force actuelle.
De plus, il a ce sac qu'il a acheté hier, qui contenait tout l'argent gagné grâce à la lame cramoisie. Il veut aussi un vrai monstre comme premier sujet. Il descend au 6e étage, et c'est toujours sans effort, comme au 9e et même au 13e, et il dit qu'aucun de ses efforts ne suffit, et qu'il doit aller plus loin pour trouver un meilleur monstre. Au 24e étage, c'est une zone marécageuse, et on voit un homme lézard en armure rodée. Rude le repère en se cachant derrière un arbre et active son intelligence. Il voit qu'il est de niveau 25 et il regarde ses statistiques et ses compétences et y réfléchit, disant que les lézards soldats se battent généralement en meute, mais celui-ci est seul et qu'un lézard est définitivement assez bon pour le tester. Il saute sur lui par derrière et lui donne un coup, lui coupant à peine le bras. Il dit que ce n'est pas grave, mais qu'il ne pourra pas esquiver le prochain. Mais il commence à fuir et il se demande ce qui se passe. Il lui ordonne d'arrêter avant de réaliser où il court, car c'est une impasse. Il lui dit qu'il n'y a plus d'endroit où fuir et il commence à sourire. Rude comprend ce que signifient ses yeux et il réalise qu'il a fait une erreur, car il est maintenant entouré d'hommes lézards. Il dit que c'était un piège. Rude dit que malgré la différence de niveau, c'est assez grave. L'un d'eux se jette droit sur lui et il esquive. Il dit que leurs cartes étaient déjà sur la table, alors il décide de les affronter un par un. Il se précipite sur le premier, lui faisant claquer des épées. Il le renverse de force et sa tête heurte le mur. Lorsqu'il rouvre les yeux, Rude a déjà comblé l'écart, son épée levée. Il s'abat pour l'achever, mais un de ses compagnons se précipite pour le sauver. Rude est surpris qu'il soit intervenu. Puis il entend l'autre arriver par derrière et esquive de justesse. Il pensait sincèrement avoir l'avantage, mais Rude affirme que c'était bien trop près. Il se demande combien ils sont nombreux, car ils grandissent de seconde en seconde. Il trouve cela étrange. Ces monstres sont connus pour se battre en meute, certes, mais leur façon d'utiliser les pièges et les embuscades et de coordonner leurs attaques est bien trop fluide. Il dit qu'il entend un léger son aigu juste avant qu'ils n'attaquent ensemble, et il suppose que c'est de cela qu'il doit s'occuper. Il jette un coup d'œil à ses côtés et aperçoit un homme lézard rouge au loin. Il utilise sa perspicacité et se concentre uniquement sur lui. En se rapprochant, on voit qu'il s'agit d'un lézard général. Il est de niveau 32 et l'une de ses compétences est commandement et contrôle. Rude explique que cela lui paraît plus logique et qu'il est le chef de la meute. Il se met à hurler, excitant les autres, et 3 d'entre eux bondissent sur lui à l'unisson. Rude utilise la force accrue du minure et se met à hurler avant de charger avec une force brute à travers tous les lézards. L'un d'eux s'avance pour bloquer le passage du général, mais Rude saute par-dessus, lui écrase la tête et vise droit sur le chef. Il dit que c'est sa seule chance. Il serre les dents et frappe de toute sa force, le tranchant à la poitrine, mais il se demande ce qui se passe, car son attaque ne lui a fait aucun dégât. Le général sourit et attaque directement la poitrine de Rude. Il réalise qu'il ne pourra pas l'esquiver à temps. Il active la compétence araignée pour se renforcer et affirme qu'elle n'est pas la seule à avoir plus d'un tour dans son sac. Le général prend alors ses distances et Rude dit qu'il ne comprend pas. Il a bien senti la touche, mais il n'a pratiquement aucune égratignure. Il n'a rien pour renforcer sa défense et quelque chose d'autre est en jeu. Il analyse toutes les compétences qui l'entourent. Il dit que rien de particulier ne se distingue des sbires, mais l'un d'eux attire son attention en le voyant trancher la poitrine et posséder une compétence appelée sacrifice. Il dit que c'est sûrement ça, que Lézard a pris les dégâts pour son chef. Il charge vers lui avant de le transpercer la poitrine et de le tuer. Il dit qu'il connaît le rôle d'un bouclier de chair mieux que quiconque et qu'il est vraiment désolé, mais qu'il faut le faire. Le général, réalisant que son stratagème a été découvert, se met à crier et, avec les autres, saute sur Rude. Rude utilise alors le tissage de soie, une autre capacité de l'araignée, et s'envole vers le sommet du donjon. Le général n'en croit pas ses yeux. Rude le remercie de s'être précipité sur lui d'un coup, assemble toutes les toiles et commence à les cracher comme s'il était Spider-Man, projetant un filet électrique sur eux tous. Le général hurle avant qu'ils ne soient tous enroulés au sol. Le général réalise qu'il ne peut rien faire. Rude lui dit de lever la tête, car tout semble terminé, et il la coupe net, l'envoyant voler dans les airs. Quelque temps plus tard, on voit sa tête saigner sur le sol alors que Rude termine de nettoyer le groupe resté. Il dit que c'est l'heure du repas et aussi une bonne occasion d'utiliser ce sac magique que vous avez acheté. Un sac magique, c'est exactement ce que son nom indique. C'est magiquement enchanté d'avoir plus d'espace qu'il n'y paraît et c'est extrêmement léger une fois verrouillé. Il a sorti des ustensiles de cuisine, des assaisonnements et des sauces.
Il dit qu'il était trop occupé à essayer de sauver sa peau lorsqu'il est tombé à travers la porte secrète, mais il y a quelque chose qu'il a toujours voulu essayer. Alors qu'il commence à cuisiner des queues de lézard, il se demande ce que ce serait s'il préparait et mangeait correctement de la viande de monstre. Il se met à baver et prend sa toute première bouchée et dit que ce est en fait du gaz pur. Puis il n'arrive pas à croire que la viande de monstre soit aussi bonne et ça lui donne envie d'en prendre une bouchée après l'autre. Il acquiert également chaque compétence individuelle de l'homme lézard et cela continuera pour tout le monde. Il dit que c'est juste tellement bizarre, demandant comment il acquiert leurs compétences. Il se demande si cela a quelque chose à voir avec leur énergie magique corrompue. Il utilise déjà les compétences du Minotaure et de l'araignée, et même le mauvais œil. Les seuls qu'il n'a pas encore testés sont le loup tonnerre et les serpents noirs. Après son repas, il s'emballe et dit vouloir dévorer encore plus de monstres au retour, mais il a failli oublier. Il devrait probablement mordre le lézard qui a sacrifié sa compétence, au cas où. Il remonte au 21e étage et voit des papillons de nuit et des grenouilles. Il active alors la capacité du loup tonnerre, appelée « chaîne d'éclairs », et tire dessus, électrisant les grenouilles et les tuant instantanément, ainsi que les papillons de nuit, les cuisant. Il dit que c'est une compétence plutôt astucieuse. On dirait que ces monstres utilisaient une combinaison de compétences à effet de statut pour neutraliser leurs ennemis, mais c'est leur chance de le croiser, et il est temps pour lui de s'y mettre. Pour un plat à base de grenouilles et d'insectes, une seule idée s'offre à vous, la friture. Il dit que la viande de crapaud venimeux est incroyablement tendre et que la viande de papillon de nuit, avec l'assaisonnement qu'il a mis dessus, est tout simplement délicieuse. Il regrette juste de ne pas avoir bu une bière avec lui. Bien sûr, il acquiert toutes les compétences des deux. Il entend un bruit fort qui le prend un peu au dépourvu. Il se demande ce que c'est, puis il entend un bruit sourd et des voix humaines. Il se demande si des aventuriers ont atteint cet étage. Il dit qu'il est heureux, qu'il n'a pas souvent l'occasion d'observer les autres groupes se battre et qu'il aura peut-être l'occasion de découvrir leurs secrets de fabrication. On voit du sang couler d'une épée tandis qu'une femme gît au sol en sang, entourée d'un groupe d'hommes. Elle se tient par l'épaule et l'un des gars dit qu'il est blessé, qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle aurait autant de mononucléose. L'homme affirme que ses efforts ne seront pas vains et il lui tend la main vers la tête avant de lui arracher sa capuche. On voit qu'elle est une elfe. Il ajoute qu'une jeune elfe est vraiment rare et il se demande combien ils peuvent obtenir pour cette jolie créature. Rude dit qu'il pensait enfin avoir rencontré des gens respectables avec qui faire la fête. Ils sont tous surpris de l'entendre, car ils ne l'ont pas senti. Rude dit qu'il ignore l'histoire, mais qu'il ne peut pas ignorer une femme attaquée. L'un d'eux demande qui il est censé être et Rude répond qu'il est un aventurier. Bien sûr, il ne veut pas mentionner son rang. L'elfe lui dit de fuir, car ces hommes sont des chasseurs d'aventuriers. Rude dit qu'on lui a dit qu'ils étaient au même niveau que les aventuriers de haut rang et commence à utiliser sa perspicacité sur eux. L'un d'eux est niveau 65 et il ne peut voir ni ses statistiques ni ses compétences, car elles sont masquées. Il en va de même pour tous ces autres hommes, tous quinquagénaires. Et il dit que c'est utilise des compétences cachées ou quelque chose qui bloque la détection. Et le chef, FY, dit à ces hommes de s'en débarrasser. Le premier gars à bondir tire la langue comme un monstre et Rude dit qu'il est rapide. Il bloque son attaque et le gars dit qu'il suppose qu'il n'est pas faible. Rude demande s'il se parle à lui-même et le type dit qu'il a l'air d'avoir des blagues. Rude commence à riposter et le type dit que personne d'autre ne rit et qu'il semble que la foule soit difficile aujourd'hui. Rude commence à prendre une grande inspiration et active un spray de venin, le crachant directement sur le visage du type. Ça commence à brûler alors qu'il lâche son épée et il se met à crier en se roulant par terre. Il s'avère que le nom de ce type est Jaru, mais soyons irrespectueux envers lui. Je ne l'appelle même pas par son nom. Ses coéquipiers se demandent s'il vient vraiment de cracher du venin, disant que c'est quelque chose qu'un monstre ferait. Rude s'excuse de s'être battu de manière déloyale et que ce n'est pas très aventurier de sa part, mais c'est la seule façon pour un faible comme lui de survivre. Bro devrait vraiment tirer la langue. Fioa se demande si c'est elle à son talent unique, disant qu'il ne devrait pas baisser la garde et que cette fois, ils peuvent lui sauter dessus tous d'un coup. Les deux premiers mènent la charge. L'un d'eux frappe et Rude esquive de justesse en dessous, sans aucune chance de contre-attaquer car son coéquipier est juste à côté de lui. Rude s'éloigne avant de voir un coup de pied lui sauter en plein visage, Félio ayant déjà réduit l'écart. Rude active Arden et reçoit le coup en pleine figure, mais il est toujours aussi puissant, l'envoyant valser en arrière dans une flaque d'eau. Fioa dit qu'il est coriace. Il avait prévu de lui briser le cou, mais c'est impressionnant. L'un d'eux s'approche de lui,
disant qu'il va en finir immédiatement. Dès qu'il met les pieds dans l'eau, Rude prend la fuite. Le type lui demande où il pense aller. Félio lui dit d'arrêter, car ils sont dans le marais contaminé. Plus il s'enfonce, plus il aura du mal à revenir, et il ne résistera pas longtemps au poison du marais, et il en sortira bien assez tôt. Ils observent Rude de loin, lui demandant combien de temps il compte mariner dans cette eau immonde, et lui conseillent de régler ça comme des aventuriers. Rude dit que tomber là-dedans était un coup de chance déguisé. Les vapeurs autour du marais épuisent rapidement la santé d'un aventurier, et il commence à se demander combien de temps il va rester planté là, vu que cela fait déjà 10 minutes, et que leur tête martèle. Ils ont aussi la nausée. Rude dit qu'il est temps de commencer. Il aurait préféré attendre qu'il soit plus faible, mais s'il prolonge encore, cela ne fera qu'empirer les choses pour l'elfe blessé puisqu'il essaie de la tuer. Il leur demande ce que ça fait d'être empoisonné et affecté par des altérations de statut, en disant « c'est vraiment atroce ». Il revient sur ses pas et il lui demande s'il a finalement abandonné, affirmant qu'il aurait pu leur épargner l'attente. Rude répond « tant pis pour eux ». Il est immunisé contre les altérations de statut, il ne peut donc pas vraiment comprendre. Fio réalise que tout cela n'était qu'un piège et hurle, prévenant ses hommes qu'ils ne peuvent plus attendre et qu'ils doivent le tuer immédiatement. Il se précipite dans le marais pour s'occuper de Rude. Et cette fois, il égale facilement la lame du premier, à tel point qu'il commence à le submerger. Rude dit que le marais leur vole leur santé à chaque seconde qui passe. Et lorsque le poison s'accumule dans leur corps, leurs statistiques commencent à baisser. Le deuxième homme arrive pour attaquer, ce qu'il remarque en hurlant. Rude se durcit pour bloquer, encaissant l'attaque avec son dos. Le type n'en revient pas, et Rude annonce que c'est son tour tandis qu'une légère charge électrique commence à l'envahir. Il active une chaîne d'éclairs, plantant son épée dans le marais, électrocutant les deux types jusqu'à ce qu'ils soient complètement grillés. L'un d'eux est encore debout en train de fumer et charge Rude en le traitant de salaud. Rude active alors une attaque aérienne, une des capacités du papillon, qui le traverse et le massacre à mort. C'est brutal. Fio dit, du spray venimeux au durcissement, en passant par la chaîne d'éclairs et l'attaque aérienne. Comment diable utilise-t-il les compétences des monstres? Rude court vers lui en disant qu'il n'a aucune raison de lui expliquer quoi que ce soit. Rude commence à le submerger lentement et Fela dit qu'il devrait avoir l'avantage au corps à corps puisqu'il est évidemment bien plus haut niveau, mais à cause de ce satané poison, il perd du sang qui s'envole partout. Il utilise alors une de ses capacités, la dextérité accrue, et affirme qu'il refuse de perdre ainsi face à un faible et répugnant. Il imprègne sa lame d'une aura et charge. Rude, cependant, ne tente pas de fuir et utilise plutôt la force du Minotaure pour affronter Fioza, brisant la lame et le fendant en deux. Alors qu'il s'effondre, Rude affirme qu'il l'aurait certainement vaincu sans le poison. Rude et l'elfe se mettent en marche et elle le remercie de l'avoir sauvé. Elle dit ignorer ce qu'elle aurait fait s'il n'était pas venu. Il affirme qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il ajoute qu'elle essaie de jouer les durs, mais que le poison a dû faire des dégâts considérables à la longue. Il lui confie qu'il a pu prodiguer les premiers soins pour le moment, mais que ce n'est pas suffisant. Il est assez rare de voir une elfe dans un endroit pareil. De plus, elle était poursuivie par des chasseurs aventuriers, et ils se demandent quelle est son histoire. Ils entendent alors le bourdonnement d'un papillon de nuit et le voient juste devant eux. Et cette fois, c'est un papillon géant. Rude dit que ça pourrait être le chef du papillon de nuit, alors il l'inspecte et voit que c'est une pose de papillon de nuit supérieure de niveau 37. Ses statistiques sont plutôt puissantes et il possède une capacité appelée vision de papillon de nuit, poussière paralysante et poussière empoisonnée. Rude dit que ce n'est rien d'autre qu'un gros insecte et qu'il a ça dans le sac. Il utilise alors frappe aérienne vers lui. Je ne sais pas pourquoi il est pris au dépourvu, car il vient de le lire, mais il passe droit devant lui, fracassant le sol et frôlant de justesse l'elfe. Rude lui demande si elle va bien et elle répond qu'elle le pense. Rude dit qu'il commence par une tactique d'intimidation et qu'il va lui montrer ce qu'est la véritable intimidation, ajoutant qu'il ne se croit sûrement pas intouchable juste parce qu'il est dans les airs. Il active alors lui-même sa frappe aérienne, la projetant à la verticale, frappant le grand papillon et lui coupant les ailes. Du sang jaillit, mais il ne retombe pas encore. Réalisant qu'il est dans une situation délicate, il commence à répandre sa poudre de paralysie, et RD affirme que cela ne fonctionnera pas sur lui. Il réalise ensuite que cela fonctionnera sur l'elfe, mais on la voit lancer un sort tandis qu'il projette un rayon vert géant, lui arrachant 2 paires d'ailes et le faisant s'écraser. Rude explique que cette magie du vent est logique, puisqu'elle est une elfe après tout. Il s'approche alors et le poignarde à la tête.
Elle lui dit que le poison et la paralysie ne l'affectent pas, et que ses compétences sont identiques à celles des monstres. Il se demande comment se sortir de là, et on la voit tressaillir de douleur en tombant au sol. Ruth demande si c'est à cause de la poudre de paralysie. Elle répond que c'est bien ça. Une fois sortis d'ici, elle lui racontera tout. Ils commencent à remonter et finissent par sortir du donjon, s'appuyant tous deux contre un arbre. Elle dit qu'elle se sent tellement mieux maintenant qu'ils sont sortis du labyrinthe. Avant de lui raconter son histoire, elle souhaite se présenter. Elle dit s'appeler Alicia et être une ancienne aventurière. Il lui demande si elle parle d'Alicia du ver brumeux. Elle rit, disant qu'elle ne pensait pas être reconnue. Il répond que, bien sûr, il la reconnaîtrait. Elle fait partie du groupe d'élite de Ranès du royaume de Rudo, la voix éthère, et affirme que tout le monde connaît ses membres. Et d'après ce qu'il a entendu dire, la voix éthère a été vaincue. Elle affirme que c'est exact. Ils ont tous été vaincus par un monstre il y a 5 ans. Ce jour-là, ils ont défié le monstre qui rôdait au plus bas étage du donjon de Ranès, le labyrinthe abyssal. Le chef de son groupe a été tué sur le coup. Un autre membre a été grièvement blessé et contraint à la retraite. Un troisième membre est resté prisonnier du labyrinthe lui-même. Elle n'en est pas sortie indemne. Elle montre une marque sur la poitrine. Il commence à paniquer en lui demandant ce qu'elle fait, mais il s'en rend compte et elle répond que cette malédiction lui a été infligée à l'époque. C'est la marque d'une malédiction de niveau inférieur. Il dit n'avoir jamais entendu parler d'une telle chose. Et elle dit qu'elle non plus, mais qu'elle n'a réussi qu'à la ralentir. Les chasseurs aventuriers rencontrés plus tôt connaissaient sa malédiction. Et ils ont dû penser pouvoir l'utiliser, ou l'utiliser dans son état actuel, à des fins lucratives. Si son niveau atteint 0 comme ça, elle mourra de toute façon. Malgré tout, elle ne voulait pas devenir leur jouet. C'était une chose pour laquelle elle ne pouvait pas vivre. Rude réalise alors quelque chose et dit qu'il pense pouvoir l'aider. Il sort sa carte de caractéristiques et regarde son sacrifice de compétences. Il lui demande de choisir une cible et d'encaisser toutes les attaques ou altérations de statut qu'elle subit. Il lui dit qu'il veut essayer quelque chose, lui demandant s'il peut le tester sur elle. Elle dit oui et il pose les mains sur ses épaules. Avant qu'il n'active le sacrifice, la malédiction remonte le long de son bras et elle comprend que sa malédiction est en train d'être transférée. Elle dit que ça suffit. À ce rythme, il sera maudit à sa place. Il sourit, lui disant que tout va bien et qu'elle peut lui faire confiance, car la malédiction de baisse de niveau est maintenant infligée à Rude. Elle ne peut s'empêcher de regarder le démon tendre la main directement vers Rude, mais une lumière vive intervient, car il est bien sûr immunisé contre les altérations de statut. La malédiction commence à être dévorée par l'immunité et Rude dit que c'est ce qui a fonctionné et il semble que rien ne se soit mal passé non plus. Elle demande ce qui s'est passé tout à l'heure, mais il lui dit de vérifier sa carte d'abord. On voit qu'elle n'est que niveau 43 à cause de la malédiction et que son statut est maintenant normal. Elle dit qu'elle n'en revient pas et que la malédiction a disparu. Il lui explique que sa compétence unique est l'immunité au statut, qu'il pensait pouvoir annuler la malédiction en la prenant et qu'il est vraiment content que ça ait fonctionné. Elle lui demande ce qui ne va pas chez lui et pourquoi il a fait une chose aussi imprudente pour quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Elle se met à pleurer, tout en disant qu'elle lui est toujours si reconnaissante. Il la regarde sourire et dit que ça lui suffit, puis il commence à la réconforter en lui disant de ne pas en parler. Notre garçon est un chad. Il retourne à une auberge et on voit Alicia claquer sa tasse sur une table. Elle dit que c'est vraiment parfait. Elle dit que la nourriture est bon marché, que les boissons sont bonnes et que le t-shirt Rude est de bon goût dans les tavernes. Il lui fait un signe de tête, mais dit qu'avant, on le mettait dehors quand il venait seul. Il lui demande si elle peut boire autant, car elle était dans un état critique. Elle répond qu'elle a été guérie dès son retour et, plus important encore, un événement aussi important exige un verre ou deux, et ils applaudissent. Rude lui demande ce qu'elle compte faire maintenant. Elle ajoute qu'avant de répondre, elle veut en savoir plus sur lui, notamment sur la façon dont il est devenu aventurier. Il explique qu'il y a longtemps, son village natal a été attaqué par des monstres. À cause d'eux, il a perdu famille et amis. Mais un aventurier de Ranès est alors apparu de nulle part et a vaincu le monstre Y qui protégeait Rude. Et il l'a fait avec une facilité déconcertante. Il lui a sauvé la vie, et l'image de cet aventurier s'est gravée dans son esprit. C'est lui qui lui a dit ces mots dont il se souvenait. Et Rude a décidé qu'un jour, lui aussi deviendrait un aventurier de Ranès enfin, c'était son objectif. Elle dit que c'est une noble quête.
Il lui demande si elle ne va vraiment pas se moquer de lui, et elle répond qu'elle aussi rêvait de le devenir. Et puis elle projetait de devenir encore plus forte qu'avant la malédiction. Le membre de son groupe est toujours piégé au plus profond du labyrinthe abyssal. Et quoi qu'il arrive, elle compte bien s'y plonger et défier à nouveau ce monstre, ce qui l'a amené à se demander, en attendant qu'il retrouve la force nécessaire pour atteindre leurs objectifs, pourquoi ne formerait-il pas un groupe? Il dit ne pas savoir, et avant qu'il puisse répondre, un homme l'attrape par le poignet, lui pose quelques questions, disant qu'il boit avec une femme formidable. Ce sont les types avec qui ils l'ont mis à la porte plus tôt. Il les reconnaît également, et il commence à la draguer, lui disant d'oublier ce raté et d'aller s'asseoir avec eux. Rude attrape le type par l'épaule, lui ordonnant de la laisser tranquille. Il l'attrape par le haut, lui demandant s'il a vraiment envie de se battre. Il commence à les fusiller du regard et il le regarde en retour et Alicia leur dit à tous d'arrêter, en disant qu'ils sont dans une taverne et que s'ils vont se battre ici, il existe un moyen plus simple de gérer cela. Alors qu'on les voit tous s'asseoir, elle dit qu'ils devraient plutôt se battre avec leur tanker. Je suis tellement contente que ça ne se soit pas transformé en bagarre de bar. Elle commence à boire un coup et les gens l'encouragent. Ils se mettent à boire autant qu'elle le peut, et Baldi va même jusqu'à lui donner un double coup de poing. Au bout d'un moment, Rude regarde la scène avec un sourire, et la foule est survoltée. Baldi est immobilisé, tout comme l'autre type, mais Alicia va bien et est déclarée gagnante. Elle prend la pose de la victoire pour Rude, qui est content qu'elle ait gagné, mais c'était aussi vraiment amusant. Il dit qu'elle est vraiment extraordinaire, et qu'elle a même beaucoup bu avant l'affrontement. Elle rit, disant qu'il lui a sauvé la vie et qu'elle ne laisserait pas son sauveur se faire humilier devant elle, et qu'elle est juste un peu pompette lorsqu'elle tombe sur lui. Il lui dit de faire attention, mais ajoute qu'il suppose qu'on ne peut rien y faire. Il active le sacrifice et elle se sent instantanément mieux. Il dit qu'il lui a transmis son ivresse, car il ne peut physiquement pas s'enivrer. Elle s'excite en lui disant d'abord la malédiction, puis ceci, son talent unique est tellement puissant qu'ils doivent absolument faire la fête. Mais d'abord, elle doit boire encore un peu. Il dit qu'elle est alcoolique. Elle dit que c'est dommage de ne pas pouvoir goûter la spécialité locale aujourd'hui. Le chef explique que des monstres ont fait leur nid à la pêcherie de truites. Ils demandent de l'aide à la guilde. Mais ils disent que tous les aventuriers de haut rang sont absents. Si tous les deux sont partants, ils pourraient peut-être accepter la mission. Ils se rendent à la ferme à truites de Vérone et on les voit sur un bateau. Elle dit qu'elle ignorait que les truites destinées à la ville étaient élevées dans cette région et qu'ils devraient en finir et déguster ce fameux plat. Il dit que ça a l'air d'un plan, mais il remarque quelque chose qui jaillit de l'eau et passe juste à côté d'eux. Il dit, le voilà. C'est le monstre dont parlait le maître de la taverne. Alicia lui dit de regarder, car ils sont encerclés par une armée entière. Il dit que c'est une blague. Il s'approche du bateau. Rude profite de son inspection pour examiner leurs statistiques. Ils s'appellent des navigateurs gel et leurs compétences sont la nage rapide, la bombe à eau et le tir de précision. L'un d'eux arrive et lui tire de l'eau dessus, mais il la bloque avec son épée. D'autres commencent à intervenir, et il dit que c'est faux. Peu importe ces blocages, ils sont de plus en plus nombreux. Il a également du mal à maintenir l'équilibre, il a donc du mal à continuer à esquiver. Il dit qu'il en a marre de ça et saute dans l'eau. Alicia est surprise de les voir l'encercler. Il sourit, attendant qu'il l'attaque. Il s'avance pour attaquer, mais on voit des éclairs jaillir du bout de ses doigts, car il a lancé une chaîne d'éclairs. Tout ce qu'Alicia voit, c'est une lumière vive et des poissons grillés flottant à la surface. Rude refait surface à son tour pour respirer. Elle lui demande s'il va bien. Il répond que oui, mais qu'il en reste encore quelques-uns en bas. Ceux qui étaient plus en profondeur se tenaient à distance par précaution, et il se demande s'il protège quelque chose. Il lui dit qu'il va explorer le fond un moment. Il a aussi besoin de son aide pour quelque chose. Elle se demande ce que c'est en voyant une corde attachée autour de lui. Il commence à plonger plus profondément dans le lac. Il dit qu'il l'ignore, comme il le pensait, mais qu'il ne fuit pas non plus. Il l'aperçoit alors au fond, car un monstre gît au fond du lac. Il l'inspecte et nous apprend qu'il s'appelle les tentacules. Il dit que c'est plutôt un homien marin géant, ou peut-être un Bernard l'ermite. De ces tentacules, il en arrache un et le transforme en un engin de navigation gel. Il dit que cette chose vient de l'engendrer. Il réalise que s'il ne se débarrasse pas des 10 engins de navigation gel, ce sera inutile, peu importe le nombre d'engins de navigation gel qu'il abattra, et il ne semble pas prêt à attaquer. Il doit donc remonter et se préparer.
Mais ce faisant, il sent sa jambe tirée par l'un des engins de navigation gel. Il réalise alors qu'il n'attaquait pas, alors il baisse sa garde. Et c'est exactement ce qui se passe. Il commence à s'agripper à sa tentacule et active sa chaîne d'éclairs, mais elle ne fait que détruire les gelnaves. Il dit que s'il s'y prend suffisamment, malgré sa taille imposante, tout devrait s'arranger. Mais c'est alors qu'il sent que les tentacules ont déjà été séparés grâce à son habileté. Il dit avoir oublié son appendice sectionné, et dès qu'il a senti le choc remonter dans ses tentacules, il s'en est débarrassé pour éviter les dégâts potentiellement mortels. La tente se plaque sur elle-même puis bondit sur lui, et il réalise que c'est grave, car il ne peut plus retenir son souffle. Il tire sur la corde, disant qu'il compte sur Alysia. Lorsqu'elle le remarque, elle comprend que c'est le signal et commence à utiliser sa magie pour propulser la voile vers l'avant, entraînant la corde avec elle. Alors qu'il s'éloigne du monstre, celui-ci ne peut rien faire d'autre que de le regarder, trop vite pour le rattraper. De retour sur la rive, il tousse et elle lui demande s'il va bien. Il répond qu'il le pense et qu'il n'aurait pas réussi à s'en sortir sans elle. Il lui parle du monstre au fond du lac qui engendre les nefs de gel et affirme qu'il est rapide et guérisseur, il doit donc descendre immédiatement. Elle lui répond que l'eau est plus propice au monstre et que sa magie ne peut pas y parvenir, lui demandant s'ils peuvent y faire quelque chose. Il répond qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas s'il doit être honnête avec elle. Elle lui a presque tout raconté sur sa malédiction tout en se retenant et a même rejoint son groupe, il est donc normal qu'il le partage également. Il décide de le lui montrer en premier, lui demandant de n'en parler à personne, tout en se penchant près d'un des nefs de gel. Il dit que ce qu'elle va voir doit rester secret, mais le monstre retourne aux attaches de la tente au fond du lac et remarque que quelque chose erre des nages droit vers lui, utilisant la capacité des nefs de gel, nage rapide. Une aura bleue claire enveloppe son corps, lui permettant de se déplacer plus rapidement dans l'eau. Les nefs de gel vont l'attaquer, mais grâce à ce revêtement, il a également un contrôle total sur son épée. Il les attrape sans difficulté. Le sergent de tente comprend que c'est son tour d'attaquer et lance ses tentacules vers lui, mais il les esquive facilement grâce à sa nage rapide et se rapproche du monstre. Il le transperce alors directement dans sa carapace, la faisant saigner de partout. Il affirme qu'il ne pourra pas la couper et utilise sa chaîne d'éclairs, déversant tout ce qu'il a dans les tentacules. Maintenant que le sergent de tente et les NVG sont morts, il affirme que la pêche devrait être à nouveau en paix. Et c'est Alysia le problème maintenant. Il se demande à quoi elle pensait en le regardant dévorer la chair d'un monstre. Il ignore sa réaction ni ce qu'elle lui dira à la surface. Mais il décide qu'il ne peut pas fuir indéfiniment. Il remonte donc à la surface. Mais lorsqu'il y arrive, il regarde devant lui, constatant qu'elle n'est nulle part en vue. Il sourit un peu, disant qu'il ne savait pas pourquoi il supposait qu'elle l'attendrait. Il reprit espoir comme un idiot, mais elle lui demanda pourquoi il avait mis autant de temps, disant qu'il semblait indemne et s'il avait eu affaire au patron. Il répondit que oui. Elle lui dit que c'était un soulagement, car l'attente la rendait un peu nerveuse. Alors, elle ramassa du petit bois pour un feu, espérant se distraire, prétextant qu'il devait sécher ses vêtements. Il lui demanda si cela ne la dérangeait pas, car elle avait vu ce qu'il avait fait. Elle mentirait si elle disait que cela ne l'avait pas choqué. Cela signifiait qu'il lui faisait suffisamment confiance pour partager ses secrets sans retenue, et cela signifiait bien plus pour elle que ce qu'il avait fait. Il dit qu'il la voit et la remercie, puis il espère que cela ne la dérangera pas, car il voulait aussi acquérir la compétence du patron, alors il en a rapporté quelques morceaux. Il dit qu'il a aussi attrapé un poisson, une truite de Vérone, qu'il a attrapé en remontant. Ça peut être un peu choquant de voir quelqu'un manger un monstre juste à côté d'elle, mais avant même qu'il puisse lui demander si elle en veut, elle se met à baver en disant qu'elle en veut. Il rit, disant qu'il devrait manger d'abord, et qu'il lui racontera comment il en est venu à manger les monstres. Il installe le feu de camp, commence à cuire la viande, et elle dit que c'est du gaz. Elle dit qu'elle est contente qu'il lui ait raconté comment il est devenu un mangeur de monstres. Il dit sincèrement qu'il en est content car il s'est maintenant rapproché de ce dont il rêvait. Et même s'il a été un aventurier de rang d'aussi loin qu'il se souvienne, il peut enfin commencer à progresser. Elle dit qu'il a raison et que c'est grâce à ce pouvoir qu'il l'a sauvé des chasseurs et de la malédiction. Elle dit ensuite que maintenant que tout est cuit comme ça, le monstre est vraiment joli. Il dit que c'est vraiment bon et qu'il n'a pas eu besoin de manger à nouveau les naves en gel, mais il voulait en cuisiner un correctement pour voir ce que ce serait, lui demandant si elle voulait en essayer. Il dit que ce n'est pas parce qu'il n'est pas affecté qu'elle le serait aussi. Elle refuse, mais elle veut lui demander une dernière fois s'il souhaite former un véritable groupe avec elle.
Il hésite un instant, prétextant qu'elle doit connaître des gens bien plus forts que lui. Elle ajoute que cela fait 5 ans qu'elle a été maudite. Même s'ils ont survécu au labyrinthe, compte tenu de la longévité humaine, beaucoup sont probablement à la retraite. De plus, la plupart des aventuriers qui combattent en première ligne sont démons. Et elle ne peut pas se fier uniquement à leur force. Elle préfère avoir un compagnon sur qui compter et en qui elle puisse se faire confiance. Et si ce quelqu'un pouvait être lui, elle pense pouvoir se sentir à l'aise quoi qu'il arrive. Il sourit et dit qu'il accepte son invitation. Puis il se dirige vers la guilde des aventuriers et on entend Alizia crier, leur disant qu'ils devraient se lancer dans leur première mission en tant que groupe. Il dit qu'étant toujours de rang E, ils n'auront probablement pas de missions intéressantes. Elle répond que c'est probablement le cas, et c'est pourquoi, pour commencer, ils trouveront quelque chose de simple. Ils vont voir la réceptionniste et lui annoncent qu'elle va créer un groupe avec lui, demandant si elle peut les inscrire tous les deux. Elle répond, bien sûr. Et après lui avoir remis sa plaque d'aventurière, elle panique, expliquant qu'elle est l'aventurière de rang S, Alizia du Ver Brumeux. Même si son niveau est plus bas, ses statistiques sont encore assez ternes, et elle possède toujours sa compétence unique et toutes les autres compétences acquises en cours de route. Elle demande pourquoi elle ferait un groupe avec quelqu'un comme le cueilleur, mais se retient. Alizia lui demande ce qu'elle essayait de dire, mais elle ne dit rien, et l'inscrit immédiatement. Alizia dit aussi qu'elle espérait améliorer le rang de Ruth tant qu'ils y sont, lui demandant quelles exigences il n'a pas encore remplies. Elle répond, quant à lui, il a atteint le quota de collecte et tout ça. Il lui suffit d'atteindre le maximum de monstres tués. Alizia demande ensuite quelle est la mission la plus difficile à accomplir pour un groupe de 2. Elle répond qu'elle l'a et ils se dirigent vers les environs de Vérone. La réceptionniste leur a dit qu'il y avait une mission pour éradiquer des loups gris en ce moment. Leurs statistiques sont, tout comme leur niveau. Ils ont aussi un odorat accru. Mais pour Ruth, cela n'a aucune importance. Alors qu'il active la capacité de disparaître de l'araignée juste derrière eux avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe, il leur tranche instantanément la gorge à tous les 3, les tuant. D'autres, sur le côté, voient cela et se mettent à hurler pour alerter les autres. Il annonce à Alizia que c'est son tour. Elle accepte et commence à invoquer sa magie spirituelle. On voit alors l'un de ses esprits, Sylphide. Elle lui demande de lui prêter son pouvoir. Ruth trouve ça vraiment génial de voir une invocation en personne. Les loups bondissent sur elle et elle commence à invoquer sa magie avant de les transformer tous les deux en brume. Une véritable prouesse pour 2 chiens. Le sol tremble et même Ruth dit que c'est un pouvoir redoutable, se demandant comment on est censé esquiver une chose pareille. Elle répond qu'elle ne peut plus le faire comme avant la malédiction, mais que c'est encore assez efficace. Il se demande simplement quelle était sa force d'antan. Puis il entend quelque chose derrière lui. Une meute entière se jette sur lui. Il dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il y ait encore autant de monde caché et qu'il ne pourra pas esquiver car cela se rapproche. Mais Alizia crie après Sulfiade et en un instant, Ruth est emmenée. Les loups restent là, perplexes, regardant autour d'eux, se demandant où il est passé. Ils l'entendent alors crier et lèvent les yeux pour le voir planer dans les airs, lui demandant s'il y a quelque chose qu'elle ne puisse pas faire. Il la remercie et elle dit qu'il peut remercier Siliade pour cela, mais qu'il est trop tôt pour baisser la garde. Et en plus de cette meute, 10 autres loups rôdent dans les buissons. Il y en a probablement encore plus. Il dit qu'il suppose que c'est son tour maintenant. Et elle se demande ce qu'il va faire jusqu'ici. Il commence à utiliser les colocations qu'il a obtenues des chauves-souris. Il est capable de détecter chaque loup dans les environs. Il dit qu'il y en a une trentaine d'après ce qu'il a pu trouver, y compris ceux qu'ils ont éliminés plus tôt. Il devrait atteindre le quota mensuel d'un seul coup. Il dit à Alizia d'attaquer les zones qu'il leur indique. Les loups lèvent les yeux et voient une lumière verte brillante et certains d'entre eux essaient de courir tandis que les autres restent assis là et mangent l'attaque se transformant en une brume rouge. Alors qu'elle continue d'attaquer partout où il la désigne, tuant sans cesse les loups, il lui dit que la précision de l'écolocation diminue considérablement, sauf s'il se trouve dans un espace confiné. Et même avec sa puissante magie, elle ne pourra pas localiser chaque endroit avec une précision extrême. Cependant, si elle parvient à les encercler et à les repousser, ils pourront rassembler tous les loups en un seul endroit. Au bout d'un moment, elle est un peu fatiguée, lui disant qu'il est temps de les rattraper, car les loups sont exactement là où il les veut. Elle dit que le reste est entre ses mains. Il commence à les approcher par derrière et libère un nuage paralysant, faisant tomber tous les loups au sol, incapables de contrôler leur corps, et il les élimine un par un. Ils finissent par rassembler tous les corps,
et le total s'élève à environ 52. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'ils aient rencontré autant de loups en une seule journée. Il dit que cela signifie simplement que la population de monstres a autant augmenté. Il lui demande alors quelle était cette magie spirituelle qu'elle avait utilisée plus tôt. Elle répond simplement qu'il s'agit d'emprunter le pouvoir magique de Sulfia, déjà présent dans la nature. Bien qu'on ne puisse pas vraiment les voir normalement, les esprits existent partout. Pour emprunter leur pouvoir, il faut offrir une partie de son propre mana, mais pour leur coût initial relativement faible, on accède à une magie assez puissante. Surtout, c'est toujours extrêmement utile, comme ce qu'il a vu auparavant. Il dit que la magie qui leur permet de l'éviter est quelque chose qu'il n'a jamais entendu parler. Sylphiade commence à lui attraper les cheveux, à les tirer, et il lui dit d'arrêter, car le lui fait mal. Alysia lui explique alors que Sylphiade aime faire des bêtises de temps en temps, et que plus la réaction est forte, plus elle est heureuse. Mais comme la nuit tombe, même si elle aimerait retourner en ville, ils ne peuvent pas vraiment le faire. Il se remet à planer, et elle dit qu'ils vont juste voler à mi-chemin pour l'instant. Il dit qu'il est totalement pour et qu'il en a toujours rêvé depuis son enfance. Puis il lui demande quels autres types de magie spirituelle elle peut utiliser. Elle dit être douée avec l'eau, la glace, la lumière et la terre, mais les ténèbres et le feu ne lui conviennent pas. Les esprits ayant des affinités conflictuelles avec le lanceur de sorts nécessitent une énorme quantité de mana pour fonctionner, ce qui pourrait les empêcher de vous prêter leur pouvoir. Mais dans son cas, il a déjà gagné l'approbation de Sulfiade. Il lui demande si elle est certaine que Sulfiade l'apprécie parce qu'elle n'arrête pas de le harceler. Il remarque alors quelque chose, de la fumée se dégage au loin. En se rapprochant, il réalise que c'est la direction du village et il voit une sorte de démon traverser le feu. Dans le village, les gens crient et le démon que nous avons vu plus tôt s'approche de 2 personnes. Elle commence à paniquer, disant qu'il n'y a que des loups dans cette zone, alors pourquoi diable y a-t-il un Baphomet ici? Il lève la main, créant un cercle magique au-dessus de lui. L'aventurier réalise que la situation est critique lorsque quelque chose commence à sortir du portail. On voit qu'il s'agit en fait d'une lance qui fonce droit sur les aventuriers, laissant derrière elle une traînée de feu. Mais à mesure qu'elle s'approche, un sort d'eau les protège. Il se demande qui c'est, mais c'est Rude, qui a utilisé une bombe à eau. On voit un esprit avec lui. Baphomet grogne. Alysia leur demande s'ils vont bien. Ils acceptent, et elle leur dit qu'ils vont s'occuper du monstre, mais qu'ils doivent leur raconter ce qui s'est passé. Rude se précipite et utilise son intelligence. On voit qu'il n'est que de niveau 27 et que ses statistiques ne sont pas si extraordinaires. Il possède des compétences intéressantes, comme la sagesse des cendres et la sagesse de la terre. Il explique que son niveau est inférieur à celui d'un lézard ordinaire, mais que ses statistiques sont nettement supérieures, ce qui signifie qu'il s'agit d'une classe de monstres complètement différente. Un autre cercle magique se forme et il se transforme instantanément en 3 autres. Il dit que les 2 compétences qu'il possède confèrent la sagesse d'un élément spécifique. Alors qu'il lance l'attaque, Rude explique qu'il ne peut pas vraiment la combattre par magie, car sa magie de feu est bien trop faible pour être utilisée au combat. Mais s'il parvient à le dévorer, il pourra peut-être utiliser la magie en combat. Il attaque et le Baphomet le bloque avec son bras. Il est surpris qu'il n'ait eu besoin que de son bras. Il se demande si c'est inefficace, cette compétence, griffe d'acier, mais dit que s'il s'agit d'un concours de force, il est partant. Les cercles magiques réapparaissent et lancent leurs attaques. Il tente de les esquiver, mais on voit encore une explosion géante d'où il se tenait. Alysia semble inquiète, mais Rude sort du feu. Elle lui demande s'il va bien, et il répond que oui. Il avait gardé 2 lances de flammes en réserve, uniquement pour se défendre. C'est une bête plutôt intelligente. Elle dit que la créature observe clairement leurs mouvements et qu'elle va profiter de ce moment pour le rattraper. Elle a demandé aux villageois d'évacuer les villageois, mais tout le monde n'a pas encore pu partir. Ils doivent donc éviter de causer des dommages collatéraux pendant l'évacuation, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas utiliser de sorts dévastateurs pour la vaincre. Il sait que c'est déjà le cas, et elle a utilisé son mana pour voler et les transporter jusqu'ici. Elle doit donc être à court de ressources, ce qui signifie qu'il doit trouver une solution pour la vaincre. Elle dit qu'elle le soutiendra avec la magie qui lui reste, et qu'il devrait lui faire confiance, car elle le protège. Il promet alors de lui faire entièrement confiance et charge droit sur le Baphomet. Il lève à nouveau les mains, lançant des lances de feu, et Rude lui dit de se concentrer sur ce qu'il attend. Alors qu'il court droit vers les lances de feu, Alysia lance 2 éclairs d'eau pour les affronter, éteignant les lances de feu, lui permettant d'avoir un chemin d'attaque clair.
Il dit que pour annuler sa magie, elle doit utiliser un contre-élément de force égale. Le Baphomet commence à s'énerver et, cette fois, au lieu de lance de feu du cercle magique, on voit des rochers se former. Il pointe ses deux mains vers Rude, qui lui annonce que c'est sa chance. Elle commence alors à utiliser le vent pour soulever ses propres rochers, frappant chacun de ceux qu'il a créés. Rude affirme que cette fois, elle a créé des rochers de la même taille pour les annuler. C'est une méthode qui économise le mana et minimise les dégâts environnants. Et son contrôle du mana est extraordinaire. C'est la puissance d'un ancien rang et s'il bondit dans les airs et utilise sa compétence de force améliorée, s'abattant et coupant les doigts du Baphomet. Il se met à hurler de douleur et fonce droit sur lui avec une attaque, mais une sorte d'attaque de feu lui atteint la gueule, le faisant exploser de l'intérieur. On voit que c'est Alysia qui l'a lancé, et elle demande quel goût avait sa magie alors qu'il commençait à se carboniser. Tous les villageois entendent Baphomet hurler et se demandent si c'est fini. L'un d'eux dit même que l'explosion et le cri strident ne sont qu'une seule explication, et qu'ils ont dû le vaincre. Baldi dit que s'il n'avait pas été blessé, l'un d'eux aurait pu aller l'aider. Alysia apparaît alors devant eux, et ils sont surpris de la voir. Elle les remercie d'avoir évacué les villageois, et il est content qu'elle soit sortie saine et sauve. Elle dit qu'ils ont aussi éliminé le Baphomet. Cependant, s'ils ont réussi à le vaincre maintenant, il y a une chance qu'ils se rétablissent et reviennent pour finir le travail, alors ils vont le poursuivre. Nous partons dans une forêt, un peu loin du village. Rude prépare son feu de camp pour cuisiner du Baphomet. Alysia dit qu'elle est là et il l'accueille en lui demandant comment vont les villageois. Puis il dit qu'il semble qu'il soit temps de manger. Comme on le voit, il a préparé un ragoût de Baphomet. Il commence à ajouter des épices et des assaisonnements. Il en prend une bouchée et dit que ça a un goût de culpabilité assez prononcé, mais que c'est assez bon pour compenser. Bien sûr, il apprend aussi ses compétences. Elle lui demande si c'est vraiment si bon, disant que la vue de quelqu'un dévorant un monstre humanoïde est un peu rebutante. Il répond qu'elle n'a pas tout à fait tort, et que c'est effrayant de voir comment il s'y habitue petit à petit. Un bruissement dans les buissons la surprend, et nous voyons 3 gros petits cochons, les cochons étourdissants. Leurs statistiques sont plutôt mauvaises, mais ils possèdent une compétence appelée « charge ». Rude dit qu'ils ont l'impression de rencontrer plus de monstres qu'ils ne le devraient, mais il va tirer le meilleur parti de cette rencontre et enfin pouvoir utiliser la magie au combat. Il tend la main, et même les cochons commencent à grimacer. Il se demande ce qui se passe et l'un d'eux utilise « charge » et le fonce droit sur lui. Bro cherche encore pourquoi sa magie ne fonctionne pas lorsque le cochon détruit leur feu de camp, projetant son ragoût de Baphomet partout. Alysia dit qu'elle pensait qu'il pouvait utiliser la magie maintenant, mais qu'elle n'a plus beaucoup de mana, donc elle ne pourra pas contribuer beaucoup au combat. Il dit que ça l'énerve vraiment et elle lui demande de quoi il parle. Il dit qu'il a passé tant de temps à vider le sang et à écumer l'écume, et qu'il allait savourer le plat autant que possible. Maintenant, il va leur faire payer et les dévorer jusqu'au dernier. Elle lui dit de se calmer, expliquant que la compétence qu'il utilise, charge, augmente leur puissance de course, donc l'impact en cas de collision est immense, et que, par sécurité, ils doivent combattre à distance, là où ils ne peuvent pas l'utiliser. Elle dit qu'elle lui doit quelque chose et elle avait vraiment l'impression que c'était assez loin, mais il s'est déplacé juste devant elle en un instant, se demandant comment cela pouvait être possible et pourquoi il y avait un monstre comme ça qui errait ici puisqu'ils ne sont même pas dans un labyrinthe. Rude, lui, est furieux et répète, pas ce, car ça a complètement ruiné son plat, et il a travaillé si dur pour le préparer. Alysia dit que c'est une bonne chose, car le cochon est en train de rôtir. Il dit qu'il a une résistance au feu et qu'il n'est pas du tout gêné par les flammes. On l'appelle le cochon étourdissant roi. Il est de niveau 38 et ses statistiques sont plutôt correctes. Rude dit que ses statistiques sont cool, mais ses seules compétences sont la charge et la résistance au feu. Il commence donc à utiliser la sagesse de la terre et crée un point géant avec la terre, l'envoyant droit sur le cochon. Le boss, bien sûr, charge de part en part. Rude réalise qu'il ne peut pas l'esquiver, alors il utilise sa capacité de durcissement et encaisse l'attaque. Il est projeté en arrière contre un arbre et Alysia lui demande s'il va bien, mais réalise qu'elle n'a pas le temps de se laisser distraire car le point fonce droit sur elle. Elle invoque à nouveau Sylphiade et commence à le repousser avec quelques coups de vent. Elle parvient à porter un seul coup efficace, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Et avec sa peau naturellement résistante, la plupart des attaques ne lui feront rien, et la magie de la terre et du vent ne sont pas assez puissantes. Il commence à préparer son sabot pour une charge, et elle réalise qu'il approche. Ce faisant, il tressaillit de peur tandis que Rude hurle avec son rugissement de terreur,
l'une de ses premières capacités. Il commence à se relever et dit qu'il doit le récompenser pour sa nourriture. Il ne pourra pas utiliser charge ni endurcissement avant un certain temps, donc s'il laisse traîner la situation, il pourrait cibler Alysia. Il n'a aucune compétence assez puissante pour l'achever d'un seul coup. Mais à première vue, c'est un poney à un tour avec sa charge. Et même s'il n'a pas eu l'occasion de le pratiquer, il est plus que prêt à l'essayer. Alors que le monstre charge vers lui, Alysia lui demande ce qu'il fait, mais il se concentre sur l'aspiration de la corruption dans son corps et sa canalisation dans sa lame. Alors que le boss se rapproche, il ouvre grand les yeux avant de piétiner, tranchant le cochon de part en part, le fendant en deux. Alysia reste sans voix. Le monstre est coupé en deux, et une grande partie du terrain derrière lui l'est aussi. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi ça en plein combat sans entraînement. Il dit qu'il avait le pressentiment que ça marcherait, mais il pense que sa réserve d'essence vient de se vider sur cul. Son épée se brise également en morceaux, ce qui la surprend, tout comme lui, qui se met à hurler. Il dit qu'il l'utilise depuis longtemps, mais qu'il n'y arrive pas. Elle dit qu'elle n'a peut-être pas résisté à la quantité d'essence déversée et qu'avant une aventure, une arme est comme une extension d'elle-même. Elle imagine donc le choc. Elle décide qu'il devrait en rester là pour aujourd'hui et il dit qu'il est d'accord mais qu'il veut manger un peu de cette chose. Cela nous amène au 7e étage du labyrinthe nocif où nous voyons les aventuriers qui s'en prennent à Ruth au début et qui luttent pour tuer un rat pestiféré royal. Gros cul charge et le guerrier arrive par le côté et le coupe, vient par le côté et porte le coup final. Le mage soupire de soulagement en disant que c'était vraiment un combat difficile et qu'ils sont tous d'accord qu'il n'y a aucune chance qu'ils perdent ensemble. Il a besoin de perdre du poids. Zut! Pendant qu'ils sont distraits, quelque chose se glisse derrière et la nuit tourne. Le mage demande ce qui se passe et s'approche en disant qu'il croit avoir entendu quelque chose. Gros cul dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des escaliers ici et il se demande si ce n'est pas une entrée secrète. Lorsqu'ils arrivent en bas, ils sont tous stupéfaits par ce qu'ils voient comme un coffre caché. Le chevalier dit qu'il ne pense pas qu'il y ait de piège ici et il se demande ce que ce sera. Ils la sortent et c'est une épée. Le chevalier dit qu'il sent du mana émaner de la lame et qu'elle devrait se vendre à un bon prix sur le marché. Gros cul dit qu'avec un peu de chance, ce n'est pas une arme maudite. On apprend enfin son nom, mais pas moi. Le mage dit d'y réfléchir. Ils n'ont pas croisé Ruth depuis un moment, et ils se battent pour gagner de l'argent. C'est peut-être la récompense que leur réserve d'âme chance, et puisqu'ils chassent depuis si longtemps, il est temps qu'ils décrochent le jackpot. Gros cul dit que, puisqu'ils en ont parlé, il a entendu dire qu'il avait formé un groupe avec une jolie elfe. Le chevalier dit qu'il est hors de portée et qu'il n'y connaît rien, et le mage acquiesce, promettant que la prochaine fois qu'ils le croiseront, ils lui montreront une chose ou deux sur sa place. Gros cul fixe le coffre, toujours inquiet à l'idée que ce soit une arme maudite, et c'est une inquiétude légitime, car c'est exactement ce que c'est. Retour à Verona. Ruth dit qu'il a besoin d'une nouvelle arme principale, alors il va faire un tour chez un vendeur d'armes. Il se dirige vers le marteau de fer, tenu par un vieil homme nommé Dee. Il fixe l'épée, se demandant comment une épée qu'il a fabriquée se briserait comme ça et qu'elle ne se briserait pas de cette manière par la seule force brute. Il lui demande ce qu'il a fait exactement à son bébé. Alysia lui demande s'il va le lui dire et Ruth répond qu'il va lui dire la vérité. Il connaît Dory depuis longtemps et il n'est pas du genre à bavarder sur ses secrets. Dory commence à assimiler toutes les informations et dit que cela explique sa soudaine augmentation de force depuis la dernière fois qu'ils ont parlé. Alysia dit qu'il ne semble pas du tout surpris et Dory dit qu'il ne se soucie pas de ce que les autres choisissent de manger et que si c'est bon pour eux, alors tout le pouvoir lui appartient, mais il a besoin d'une lame qui peut résister à toute attaque confondue avec l'essence. Il va donc avoir besoin de temps pour faire des recherches, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ruth demande s'il a besoin de matériaux spéciaux, Edouard répond que, puisqu'il en a parlé, quelques pierres de mana de haute qualité devraient l'aider. Ruth dit qu'il en a déjà pas mal. Il les pose sur la table. Doua les reconnaît instantanément. L'une vient du lézard général, l'autre de Baphomet, et la dernière, bien sûr, du Minur. Dee dit qu'il a vraiment fait du chemin, et Ruth dit que l'entendre de sa bouche est une autre histoire. Doua lui dit qu'il le contactera s'il a besoin d'autre chose et, en attendant, de prendre cette lame. Mais avant de la lâcher, il lui dit qu'il ne devrait même pas envisager d'y mettre son essence, car s'il la brise, il lui fera une sacrée facture. Ruth dit qu'il l'obtient, et il retourne à l'auberge. Alysia dit qu'elle suppose qu'il ne pourra pas utiliser d'attaque basée sur l'essence pour le moment. Il dit qu'il ne veut surtout pas prendre de risques,
car Doua est très passionné par les armes et les armures. Elle dit qu'il semblait simplement avoir du charisme à revendre, et elle est contente que Rude ait d'autres amis qu'elle. Il s'excuse d'être solitaire, et c'est à ce moment-là que les gars de tout à l'heure arrivent, demandant s'ils peuvent se joindre à leur table. Ce type a l'air de s'amuser avec un fan. Rude demande encore ce que veulent ces trois-là, et Alizia dit qu'ils ont un problème avec un membre de son groupe, et qu'ils devraient régler ça comme des aventuriers. Le chevalier est en fait en train de s'amuser avec un fan parce qu'il tombe directement à la table d'un autre client. Le mage demande s'il a glissé quelques coups et après joué sans qu'il le sache, puis lui dit d'attendre une seconde, car il pensait avoir vendu cette lame plus tôt. Il n'arrête pas de répéter « tuer » encore et encore. Il entend l'épée dire de tuer encore et encore et encore, et il la serre dans ses bras et commence à devenir fou en lui disant de se taire, puis il commence à frapper le mage et le coupe droit devant le gros cul. Il se tourne alors directement vers Alizia et saute sur elle. Mais Rude intervient et bloque l'attaque, prétextant que quelque chose lui dit qu'ils ne pourront pas régler leur compte avec quelques vers cette fois-ci. Alizia s'excuse d'avance auprès du maître de la taverne, mais il faut agir, et elle contribuera à se venger du mur en lançant son attaque en avant, touchant le chevalier au flanc. Le maître de la taverne leur demande ce qui ne va pas sous les yeux de tous, mais elle est surtout surprise de le voir se relever, et Rude dit qu'elle a peut-être été trop douce avec lui. Elle répond que non, la plupart des aventuriers ne pourraient pas se relever après ça. Bien qu'il vacille, il se lance alors dans une course folle droit sur eux. Rude dit qu'il a un sérieux problème. Alizia informe alors les autres clients que s'ils ont de la magie de guérison, ils peuvent soigner les blessés rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Rude repousse l'attaque et consulte les statistiques du chevalier. On apprend qu'il s'appelle Land et qu'il est de niveau 22, mais qu'il est fou furieux. Rude dit qu'il ignore ce que cela signifie, mais ses statistiques sont infiniment plus élevées que dans ses souvenirs. Alizia ordonne alors à Rude d'esquiver sur sa gauche, et il se retourne, voyant qu'elle prépare une attaque. Elle promet que cette fois, elle lui donnera raison et lance 3 attaques simultanées. Elle parvient à bloquer la première. Enfin, il essaie, mais on dirait qu'elle disparaît. Alizia demande si la lame vient d'absorber sa magie, et elle commence à libérer une aura rouge. Elle la reconnaît alors et conseille à Rude d'être prudent, car cette arme est maudite. Il dit que, comme il a absorbé sa magie et s'est renforcé, ce sera beaucoup plus difficile. Il se jette droit sur lui. Alors que son bras commence à être entouré de tentacules, Rude bloque l'attaque, mais elle est extrêmement lourde et commence à le pousser vers le bas. Comprenant qu'il ne peut pas gagner dans un combat de force, il laisse la lame s'arracher du côté de sa lame, mais il n'a même pas le temps de respirer car l'on le met en position défensive permanente. Rude, cependant, attend et gagne du temps jusqu'à ce qu'il voie une ouverture et se coupe la jambe. Mais Rude est surpris de voir les tentacules refermer la blessure. Alizia dit que si elle tente d'aider Rude à moitié, elle ne fera que nourrir l'épée davantage. Et pour aider Rude, elle doit porter un seul coup au moment précis où sa garde baisse. Fatih hurle, les suppliant de ne pas le tuer et disant qu'il sait qu'ils ont fait des choses horribles à Rude. Pour quelqu'un comme lui, cependant, coincé dans une ornière, ne trouvant du réconfort que dans la vue d'une situation pire que la sienne, ses amis étaient les seuls à le traiter d'égal à égal, et c'est sans vergogne de sa part, mais il le supplie de lui laisser la vie sauve et se met à pleurer. Rude dit qu'il verra ce qu'il peut faire et qu'il va essayer de se sacrifier sur lui, en disant à Alizia de le laisser faire. Elle dit « d'accord ». Et Rude dit qu'il lui a fallu environ 10 secondes pour l'utiliser la dernière fois. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus 10 secondes à perdre, et il doit trouver la logistique pour s'occuper de lui pendant que la malédiction est levée. Une attaque soudaine survient, le frappant sur le côté, et Alizia l'appelle en hurlant, mais Rude parvient à la parer et dit qu'il a l'impression d'être chargé par un cheval, mais il dit que c'est bien. Et il enroule ses jambes autour du bras de long et de la lame et dit que s'il peut garder la lame contrôlée, cela fonctionnera. Il commence alors à activer un sort. Tout en tirant l'aune en avant, il utilise la sagesse de la terre et affirme qu'elle ne pourra absorber aucune magie s'il éloigne l'épée. Il commence à agripper l'aune de toutes ses mains de pierre. Et il dit que si la cause de sa folie est une malédiction, alors peut-être pourrait-il le ramener à la normale, comme il l'avait fait avec Alizia. Il active le sacrifice et pose la main sur sa poitrine. Le sort se répand et enveloppe Rude tandis qu'elle le supplie de l'aider. Rude le ressent clairement cette fois-ci, alors que ces êtres menaçants commencent à l'encercler. Finalement, c'en est trop et il est projeté en arrière. Sa main terrestre commence à craquer et il explique que ce n'est pas l'aune qui a repoussé la compétence, mais les épées. Peut-être s'il attaque l'épée elle-même. Il active l'attaque du Baphomet et vole vers Land en se libérant de l'emprise terrestre.
Ruth dit que l'entrave a cédé. C'est grave, mais ce n'est pas le pire, car seul le bras droit est libre et il l'attaquera d'un angle que son bras droit ne peut atteindre. Bien sûr, le corps de elle se contorsionne de manière anormale, ce qui prend Ruth au dépourvu et lui demande ce qui se passait avec ce mouvement anormal. Land parvient à le bloquer. Mais ce n'est pas tout, il absorbe l'attaque et on voit son œil s'ouvrir comme s'il était endormi depuis le début. Lone se met à pousser un cri à glacer le sang, l'aura est bien plus puissante qu'auparavant. Alysia affirme que cette forme n'est qu'une seule chose et qu'il doit s'agir d'une incarnation. Ruth comprend et déclare que c'est mauvais, car il utilise sa perspicacité sur la monstruification flottante, appelée Grum, l'abomination à 2 têtes. Son niveau est incertain. Sa race est maudite. Ruth affirme que ce n'est plus le corps de Lon. Alors que Grim lui attaque la tête, Ruth manque d'esquiver. En un instant, Grim contorsionne le corps et lui donne un coup de pied, envoyant Ruth valser. Ruth dit que c'est tellement rapide. Il n'y a plus un seul mouvement inutile. On dirait qu'il se transforme en un guerrier aguerri. Grim se place derrière lui, et lorsque Ruth se retourne, il réalise qu'il ne pourra pas esquiver cette attaque. Alysia s'approche, faisant pivoter son corps grâce à son mana, et lui envoie un coup de pied dans le flanc. Grim se sert de sa queue pour se redresser, mais comme elle n'a plus besoin de se retenir, Alysia canalise son bâton et lance une attaque à bout portant, envoyant Grim valser contre un mur proche. Elle lui demande si elle peut se joindre au groupe maintenant. Ruth répond que oui, et qu'il ignorait qu'elle était aussi experte en combat rapproché. Elle ajoute qu'un mage incapable de faire ça est un poids mort pour le groupe. Mais surtout, ils ne peuvent plus le ménager et qu'il ferait mieux de se voler, car une fois qu'une malédiction a atteint ce stade, le seul moyen de l'arrêter est de trancher le cœur du réceptacle. Ruth dit qu'il espérait vraiment ne pas avoir à entendre ça, mais il le fera. Les mages disent à Fatih et à l'autre que la guérison n'est pas encore terminée, et le mage affirme avoir sûrement entendu ce que l'elfe vient de dire. Alors que Ruth et Alysia se battent, Ruth affirme que même à deux, ils ne peuvent pas porter le coup décisif. Et il se demande si son champ de vision est plus large grâce à ses 2 têtes. Il dit que si c'est le cas, elle doit prendre de la distance avec lui immédiatement. Elle s'exécute et il pose la main au sol, car cette fois, les sorts proviennent du sol. Elle dit comprendrait, même si la poussière est peut-être née de la magie, ce n'est pas de la magie en soi, ce qui signifie que la malédiction ne peut pas l'absorber. Ruth charge alors, mais Grim le coupe. On voit que ce n'était rien d'autre qu'une silhouette rocheuse, car il est maintenant derrière Grim, lui tranchant le dos. Grim se retourne pour riposter, mais Alysia en profite pour utiliser un autre sort d'invocation, et on voit que son invocation s'appelle Nomia. Elle tire une heurtlance qui manque de peu le cœur, et elle dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle l'ait manqué, et c'était de justesse. Grim lance alors une attaque en direction de sa tête, et Fatih charge en s'agrippant au bras. Ruth est confus et Fatih dit que si quelqu'un doit le tuer pour mettre fin à cette folie, alors mieux vaut que ses amis le fassent. Alors que le mage charge avec son épée, il transperce le cœur de Lon. Le mage semble encore plein de regrets tandis que lui et Fatih s'effondrent au sol, près de la terre de la partie 3. L'incarnation commence à s'effacer du corps de Lon, et il contemple le corps démembré de leur ami. Ruth et Alysia semblent un peu tristes de ne pas avoir pu le sauver, mais ils savaient qu'il le fallait. Fatih et le mage se mettent à pleurer à chaudes larmes. S'ils n'avaient pas essayé de le tuer au début de la série, je me serais probablement senti mal. Il reste assis là, le tenant par le flanc, continuant de pleurer. Ruth jette un coup d'œil, aperçoit l'épée et la ramasse. Il dit que même s'il la cache dans un endroit inconnu, rien ne garantit qu'elle ne fera pas une autre victime. Il entend alors le mot « tuer » résonner sans cesse dans sa tête, tandis qu'elle tente de lui infliger une malédiction. Mais bien sûr, il est immunisé contre les statues, alors il lui dit de la fermer, que ça ne marchera pas sur lui. Ses yeux commencent à baisser et la porte s'ouvre brusquement. On voit Erenu demander si tout le monde va bien. Ruth répond que l'affaire est bouclée. Erenu jette un coup d'œil à la scène et suggère de retourner à la guilde pour en savoir plus. Dans son bureau, il annonce qu'ils ont confirmé les déclarations selon lesquelles une épée maudite a forcé Lone à devenir fou furieux. Ils ont entendu la déclaration du mage, il est donc sûr que les autres aventuriers comprendront. Mais surtout, il se demande pourquoi Ruth n'est pas affectée par la malédiction. Ruth affirme qu'en raison de son pouvoir unique, les malédictions n'ont aucun effet sur lui. Donc, tant qu'il l'utilisera, il n'y aura plus de victimes. Recueil dit qu'il voit. Cependant, si l'épée prend le dessus, Ruth l'interrompt, lui disant qu'il peut faire tout ce qu'il veut pour l'arrêter. Alysia espère que les choses n'en arriveront pas là.
Rui se dit heureux qu'il soit intervenu pour contenir l'incident, et il est désolé d'apprendre la mort de Long. Il peut paraître insensible de laisser de côté un sujet aussi grave, mais ils ont des choses plus importantes à gérer. Alicia demande ce qui se passe et il explique que les aventuriers qui l'accompagnaient étaient partis à cause de ce problème. Le nombre de monstres à l'extérieur des donjons augmente à une vitesse alarmante. Le nouveau labyrinthe les a obligés à envoyer une équipe de leurs meilleurs éclaireurs, qui ont rapporté qu'un seul monstre semblait en être la cause. Il s'appelle le Basilista, le Drake venimeux. C'est un monstre dont ils n'ont entendu parler que dans les livres, et son niveau est estimé à 70 ou plus. Rude trouve cela fou. Mais Rui continue en affirmant que, rien qu'en considérant ses prouesses au combat, c'est déjà un adversaire redoutable. Mais la plus grande menace réside dans le gaz toxique constamment émis autour de lui. Il pense que c'est ce poison qui motive les autres monstres, leur donnant la force de s'aventurer hors du donjon. La moitié du groupe d'éclaireurs en est morte, et les survivants sont toujours soignés. S'il le laisse tranquille, le miasme se propagera au-delà des portes du labyrinthe avec les monstres et causera de graves dégâts aux alentours. C'est pourquoi il a contacté Rude. Rude dit qu'il comprend maintenant et souhaite d'abord rencontrer les survivants du groupe d'éclaireurs. Il se dirige vers l'infirmerie et Rude pose les mains sur l'un des hommes qui souffre visiblement beaucoup du miasme. Rude active le sacrifice et commence à lui absorber le poison. Recuit dit qu'il n'arrive pas à y croire, même après l'avoir vu, car l'homme paraît instantanément soulagé. Recuit trouve incroyable que Rude puisse aussi annuler les effets de statut des autres. Rude affirme que tant qu'il ne résiste pas à son contact, il le peut. Il demande ensuite à Rui de confier la destruction du Drake venimeux à lui et à Alicia. L'homme derrière Renua trouve cela absurde pour eux deux, mais Renui lui demande s'il en est sûr. Rude affirme que moins il a de personnes à protéger, mieux c'est. De plus, il a l'habitude de combattre des créatures bien plus fortes que lui. Il l'a toujours été. Rui hoche la tête et lui tapote l'épaule, précisant que c'est sa demande officielle pour vaincre le Drake venimeux. Cette nuit-là, alors qu'il rentre, Rude dit qu'il devrait dormir un peu et se préparer pour demain. Alicia lui demande s'il est sûr qu'ils sont assez forts pour ça. Il dit que, sans surveillance, il peut déployer tous ses talents et regrette de l'avoir entraîné dans cette histoire. Elle lui demande pourquoi il s'excuse. Il lui a sauvé la vie et s'il avait essayé de la quitter, elle lui aurait botté le derrière, et même plus. Elle lui rappelle qu'ils sont un groupe, ce qui signifie qu'ils sauvent des gens ensemble. Et il dit qu'elle est vraiment la meilleure. Il se dirige vers les étages inférieurs du nouveau labyrinthe d'Avalo. Le premier ennemi qu'il voit est un gobelin de niveau 20, mais bien sûr, il est simplement supprimé. Rude dit que, d'après Recuit, il leur reste encore 5 étages normaux avant d'atteindre celui inondé de gaz. Elle dit que cela signifie simplement que le miasme s'est beaucoup répandu entre-temps puisqu'il est déjà là et que même ces objets de purification ne lui serviront à rien à partir de maintenant, et que la plupart des monstres en dessous de cet étage sont probablement tous morts. Rude dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir jusqu'où ils doivent descendre, lui demandant si elle est sûre de vouloir venir avec lui. Elle dit, bien sûr, comme sa magie pourrait ne pas fonctionner sur ce qui se cache à chaque étage, et s'il se retrouve dans un combat au corps à corps difficile, sa présence lui donne plus de chance, et surtout, elle ne se pardonnerait pas d'avoir laissé un autre compagnon derrière elle. Il s'excuse de lui avoir posé la question à nouveau. Il pose la main sur son épaule avant d'activer le sacrifice, lui retirant le poison, et il dit qu'il est content que cela fonctionne sur les effets du gaz, mais il suppose qu'il ne fait que retirer le poison accumulé. Et elle recommencera à le reconstituer dès qu'il le lâchera. Elle dit que si c'est le cas, il n'y a qu'une seule solution, ils doivent se tenir la main tout le long du chemin. Ainsi, il pourra utiliser son pouvoir et l'escorter en même temps. Il dit comme elle le souhaite, et il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe. Ils atteignent les étages intermédiaires et le miasme devient de plus en plus épais. Il dit qu'il y a 2 monstres plus loin, puisqu'il les a détectés par écholocation. Elle dit que les monstres qui ont survécu sont sûrement plus coriaces, et il dit ne jamais les avoir vus auparavant, mais ils ont l'air costauds. Elle demande s'il y a une autre solution, et il répond que probablement, mais qu'il veut se battre dès que possible. Elle le regarde en disant qu'il essaie juste de les manger, et il répond qu'il est sérieux, même s'il est vraiment curieux de leur goût. Mais surtout, il veut tester Grum avant d'affronter le Drake venimeux. Il y a 2 insectes de type scarabée de pierre, appelés scarabées du destin. Ils sont de niveau 33, leurs statistiques sont plutôt bonnes et leurs compétences sont roulade du destin et endurcissement. Rude tend la main par-dessus le coin et utilise ses pouvoirs terrestres, brisant le sol sous eux et les projetant dans les airs. Elle dit que c'est pas mal du tout.
Et il dit que même si c'est impressionnant, ça n'a rien fait. Les scarabées maléfiques commencent à s'énerver et se roulent sur eux avant de se ruer sur eux en utilisant leur pouvoir. Ruth demande comment ils sont censés arrêter ça et elle répond qu'elle peut le faire, mais qu'elle devra lâcher sa main une seconde. Elle invoque une fois de plus un émeu et lui ordonne de bloquer sa charge tandis qu'un mur de terre géant se forme, arrêtant le scarabée maléfique, mais ce n'est pas seulement ça, car il s'y accroche. Elle dit à Ruth qu'elle ne peut pas tenir plus longtemps et il dit que c'est bon et qu'il va juste tester sa lame maintenant. En la sortant, il commence à y déverser sa corruption et supplie qu'elle ne se brise pas. Il charge en avant, tranchant son mur de roche ainsi que le scarabée maléfique. Alors que du sang jaillit de la lame, il est mécontent, disant qu'elle n'a pas été assez profonde, et l'autre commence à lui sauter dessus. Il dit que ce n'est pas suffisant pour la battre, et qu'il n'a d'autre choix que de lancer les dés. Il lève l'épée en l'air et lui ordonne de lancer un sort. Elle dit « D'accord ». Alors que le scarabée se dirige droit vers lui, elle le lance en avant et il commence à être absorbé par la lame. Il voit le globe oculaire débordant de puissance. Le mana d'Alysia commence à l'entourer, agrandissant la lame. Il dit que c'est ce qu'il cherchait et commence à découper le scarabée en morceaux devant lui. Il fixe le corps du scarabée et se retourne vers l'autre. Il s'approche, le poignarde et l'achève à son tour. Il dit, c'était une excellente maîtrise de la magie. Et elle répond, bien sûr. Il active alors le sacrifice et lui demande si elle peut lui accorder un moment, car absorber du mana ne restaure pas exactement l'essence de son corps. Elle dit qu'il va le manger, et il répond bien sûr, et il est déjà tranché. La porte s'ouvre brusquement et le type dit qu'ils ont enfin reçu un rapport. Tout le monde commence à parler et le type dit qu'ils sont revenus via le cercle de téléportation. Ils ont vaincu le Drake venimeux et détruit le noyau du donjon. Tout le monde commence à les encourager dans la salle tandis que Rikyu soupire de soulagement, disant qu'il est difficile de croire qu'ils sont ceux qui sauvent la ville. Il dit que tout le monde devrait le suivre maintenant, car ils doivent les accueillir en héros. À Gotrol, une ville voisine de Vérone, on voit un homme lire les nouvelles et demander comment il pourrait détruire un nouveau labyrinthe, et s'ils cherchent vraiment à vanter le nombre de donjons auxquels ils ont accès. Il dit que cela ruine leur plan pour s'en emparer et il est furieux. Mais un homme dans la salle affirme que c'est une bonne chose. Vona, incapable de nier que Gotral était légitimement revendiqué, a décidé de le détruire plutôt que de le leur remettre. En présentant les choses ainsi, ils peuvent exiger une compensation pour les gains qu'il aurait pu rapporter au port Cupide. L'homme y réfléchit, disant que cela signifie qu'ils peuvent tirer profit sans risquer leurs aventuriers dans le labyrinthe. Mais avec cette initiative, la guilde ne se laissera pas faire. Le type dit que c'est son espoir, et qu'il devrait profiter de cette occasion pour montrer à ce vieux renard et à son peuple où est leur place une bonne fois pour toutes. Quelque part à l'extérieur de la ville, dans la forêt, Cilia effraie un oiseau et commence à le poursuivre. Pendant que Rude et Alysia préparent à manger, Rude prépare le Drake venimeux et elle lui dit que ça sent bon. Il dit qu'il est content de pouvoir enfin le manger et qu'il le trimballe dans son sac en attendant l'occasion. Il en prend enfin une première bouchée et dit que c'est vraiment délicieux, qu'il n'imaginait pas que la viande de dragon était aussi savoureuse et qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà mangé. Il en parle sans cesse, tandis qu'elle bave et dit que ça suffit et que son dîner du soir sera un excellent steak. Il dit qu'il est déjà en train de manger du steak et elle répond avec exactitude que ce n'est pas juste qu'il soit le seul à pouvoir le manger et qu'il doit se dépêcher de manger son repas pour qu'il puisse aller chercher un steakhouse. On a droit à un délai de 4 jours, car ils ont détruit le cœur du labyrinthe. Il retourne à la guilde et s'excuse de les appeler si souvent, mais dit qu'il devrait enfin finaliser le rapport pour la quête de massacre. Il veut leur donner la récompense, qui s'élève à 1,5 million. Rude est surpris. Alysia, non. Et Rude demande si c'est vraiment autant. Il dit que le niveau de nettoyage estimé du labyrinthe est de 70 et que voici le montant correspondant. Mais il y a encore une chose. Ils l'ont terminé à 2, et le garder à ce rang ne serait pas juste, et il pourrait bien le mettre à jour. En partant, Rude annonce qu'il a lui aussi atteint le rang des il y a quelques jours. Il ouvre ses statistiques, car il est maintenant niveau 52. Elle dit, même s'il a éliminé des monstres plus forts que lui, c'est quand même une montée de niveau rapide, car une fois le niveau 40 dépassé, la progression ralentit considérablement. Il rit sans cesse, elle le regarde et dit qu'il a l'air d'avoir dépassé son niveau. Elle lui demande s'il est sérieux et sort sa carte, constatant qu'elle n'est qu'au niveau 45. Elle dit qu'il semble la lui rappeler sous le nez en boudant. Il trouve cela étrange. Elle a un niveau plus élevé, mais sa puissance de combat global est clairement supérieure.
Elle répond, bien sûr que oui. Le niveau n'est qu'un indicateur. La véritable compétence au combat repose sur l'habileté et l'expérience. Ruth jette un coup d'œil aux gens qui fixent la porte avec effroi. On aperçoit alors le gros gaillard d'avant l'entrée. Il aperçoit Ruth et affirme le reconnaître comme le cueilleur, mais Ruth ne le reconnaît même pas. Il ajoute que ce type ne doit pas être quelqu'un de respectable. Il affirme que les aventuriers d'ici semblent manquer de décence pour reconnaître le seigneur d'une ville voisine. Ruth affirme qu'il doit s'agir du seigneur de Gothal. Et le type explique pourquoi il a jugé bon de détruire le nouveau donjon qui lui revenait de droit. Ruth affirme qu'il était en copropriété, lui demandant s'il se trompait. L'homme affirme qu'il se trouve exactement à la frontière entre Vérone et Gothal. Pourtant, les habitants de Vérone ont décidé d'exploiter l'anomalie comme prétexte pour leur refuser l'entrée et ont même eu l'audace de laisser des monstres envahir la surface, provoquant cette dangereuse destruction. Et ils ne pouvaient absolument pas oublier les profits considérables qu'ils auraient pu en tirer, la dévastation causée par les monstres sur leur terre. Il veut maintenant lui demander comment il compte compenser toutes leurs pertes. Alicia intervient et déclare, avec tout le respect qui lui est dû, il vaut mieux laisser cette conversation aux chefs de guildes respectifs. Et si elle ne se trompe pas, Gothal a négligé de s'occuper des monstres apparus dans la sienne, forçant plusieurs aventuriers de Verona à intervenir en leur faveur. Et puisqu'ils n'ont rien fait au bon moment, il est là, à essayer de tendre la main comme un mendiant. L'homme s'énerve et Ruth lui répond que c'est le calme d'un aventurier de rang et qu'elle sait se défendre avec des mots aussi bien qu'elle-même. L'homme du bureau de Fatih affirme que les rumeurs étaient vraies pour une fois et que la grande Alicia de Misty Green travaille bel et bien sous le toit de la guilde de Verona. Il suppose que Vona lui convient parfaitement, après sa baisse de niveau due à la malédiction du labyrinthe abyssal. Ruth dit le reconnaître et être quasiment certain qu'il s'agit du maître de guilde de la branche Gothal. Le type lui répond que, n'étant plus qu'une simple aventurière, bien en dessous de son niveau d'origine, elle n'a plus le privilège de parler ainsi à son seigneur. Autrement dit, elle est la dernière de son groupe et aurait dû être éliminée comme les autres chiens, et devrait désormais connaître sa place, comme il l'a appelée. Il commence alors à l'insulter. Ça l'énerve et elle libère toute sa puissance magique. Le type lui demande comment elle fait pour le maîtriser, affirmant que c'est impossible, son niveau devant être descendu autour de 40. Recueil hurle que ça suffit et elle retire aussitôt sa magie. Il dit que tout acte d'agression est interdit entre les membres de la guilde et demande au seigneur et au maître de guilde de venir le voir. L'homme s'approche de Rui en lui disant qu'il devrait envisager de resserrer la laisse sur ses cabots. L'homme s'approche alors d'Alicia et lui demande si elle se souvient de lui. Ruth se demande s'il s'agit d'un jour de rencontre ou quelque chose du genre, mais elle se souvient car il s'appelle Evert. Il est si heureux qu'elle le sache et Ruth lui demande comment elle le connaît. Elle dit qu'ils ont voyagé ensemble à l'époque où elle était dans son ancien groupe. Il dit que depuis lors, la voix de l'éther a été sa source d'admiration et d'inspiration. Et il est à noter que la façon dont elle a combiné sans effort plusieurs magies élémentaires et a vaincu des monstres est restée gravée dans son esprit à jamais. En tant qu'elfe, elle est devenue son idéal et il sait ce qui est arrivé à son groupe dans le labyrinthe. Et il comprend combien cela a dû être difficile pour elle. Comme la raison pour laquelle il s'est envolé pour Vérone en toute hâte et il lui demande si elle envisagerait de rejoindre son groupe. Tandis qu'elle le fixe du regard, Ruth paraît agacée et Evert ne cesse de sourire. Elle lui dit qu'elle apprécie l'offre, mais qu'elle a déjà rejoint un autre groupe et aimerait lui présenter son compagnon. Ruth va lui serrer la main, mais le type la repousse d'une tape. Ruth va lui poser la question, mais il l'ignore complètement, prétextant qu'il a entendu parler de la tragédie qui a frappé son groupe dans le labyrinthe et que la rumeur court qu'elle a été maudite par un chef d'étage. Et il est peiné de voir qu'une lanceuse de sorts de rang S comme elle n'a personne d'autre que cette humble cueilleuse avec qui faire la fête. Mais si elle le rejoint, ses talents exceptionnels et sa précieuse expérience lui seront précieux. Cette fois, elle retire ses mains, lui disant de ne pas parler de lui comme ça. Elle a fait équipe avec Ruth à ses propres conditions, alors l'insulter revient à l'insulter. Cela dit, elle le remercie une fois de plus de sa question, mais ajoute que la malédiction aurait dû être levée. Il est simplement surpris qu'elle l'ait levée, lui demandant comment. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de chance et le type essaie de comprendre, mais elle ne veut pas compliquer les choses. Alors, Ruth s'en va et change de sujet, demandant s'il a pu mettre à jour son rang. Hat répond qu'il ne comprend pas pourquoi elle l'a laissé comme ça. Il faisait simplement preuve de considération envers elle. C'est sûrement à cause de ce salaud. Il a dû lui laver le cerveau, et il est impossible qu'un Randé ait pu tuer un dragon venimeux. Cependant, si elle n'est plus sous le joug de la malédiction, ça change tout.
Elle a dû faire tout le travail, et ce salaud s'en est attribué tout le mérite. Il commence alors à manifester son intention meurtrière. Et Ruth dit qu'il reçoit un regard noir de la part de ce type là-bas. Elle dit que les elfes sont une race assez fière. Ils vivent des siècles, il n'est donc pas étonnant que certains restent coincés dans leurs habitudes. Ruth la regarde. Elle lui demande ce qu'il regarde fixement. Il lui répond qu'elle est une elfe aussi. Du coup, il se demande si cette idée de rester coincé dans ses habitudes s'applique aussi à elle. Elle répond, bien sûr que non. C'est l'elfe la plus humble, la plus compréhensive et la plus ouverte d'esprit. Il dit qu'elle a clairement la fierté bien ancrée. La réceptionniste les accueille alors en leur disant que le maître de guilde l'a informé de la situation. Elle doit préciser que c'est un cas très inhabituel, car il est maintenant de rang B. Ils commencent tous les deux à s'enthousiasmer et la réceptionniste explique que franchir le labyrinthe était finalement une quête très difficile et que, grâce au rapport des aventuriers qu'il a secourus au village, ils ont pu ajouter Baphomet tué à sa liste de prouesses. Il est tout simplement ravi d'être enfin de rang B. Et on entend une voix familière dire qu'il n'a plus besoin de contenir sa joie, car tout le monde en ville lui est reconnaissant. Pour une raison inconnue, il est heureux de revoir le mage et le gros. Mais Alizia dit qu'il ne peut pas se reposer sur ses lauriers, car elle doit lui rappeler qu'elle a toujours été son objectif. Il se dirige vers le terrain d'entraînement et elle affirme qu'elle ne voulait pas l'entraîner dans cette histoire. C'est sa faute. Ruth affirme que s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est lui pour son comportement pathétique, mais qu'il fera de son mieux pour le vaincre. Il les laisse donc tranquilles et, en fin de compte, la valeur d'un aventurier se juge à ses capacités. Alizia dit que si l'un d'eux semble sur le point d'être gravement blessé, elle interviendra immédiatement. Ils commencent à se confronter et Evert semble confiant. Elle dit qu'il est temps de commencer. Evert fait le premier pas et charge. Ruth bloque l'attaque, et Evert le complimente, disant qu'il n'est pas aussi inutile qu'il le pensait, mais que ce n'est que le début, enchaînant les attaques à toute vitesse. Ruth, lui, les bloque continuellement et affirme que son escrime est nettement supérieur aux siennes. Et selon Alizia, il excelle dans les buffs offensifs et magiques, et il est ce qu'on appelle une lame magique. Il commence à utiliser la hâte et la force accrue, puis disparaît sous les yeux de Ruth. Ruth se demande où il est passé, car il est derrière lui. Il attaque et se frotte contre lui, Ruth étant trop lent à la bloquer. Evert semble agacé et Ruth dit qu'il aurait vraiment aimé utiliser ses compétences et riposter, mais il n'arrive pas à suivre ses mouvements. Evert rappelle qu'il est de rang B, un rang qu'il faut normalement être aussi puissant pour atteindre, lui demandant s'il commence à comprendre qu'il est complètement dépassé. Ni son rang ni sa compagnie ne lui conviennent. Ruth dit qu'il a raison, tel qu'il est. Il n'est pas assez bon pour la mériter, mais elle l'a choisi, alors il va tout faire pour devenir quelqu'un de digne de ce choix. Alizia paraît fière et était juste furieux. Ruth commence à invoquer sa propre magie en utilisant la sagesse de la terre pour envoyer un point géant. Had dit que c'est une erreur de croire qu'il peut utiliser la magie pour le vaincre en tirant une boule de feu. Les deux hommes entrent en collision, provoquant une explosion géante. Fatih et Magnus sont stupéfaits, déclarant que c'en est beaucoup trop. Had dit que c'est vraiment dommage et que c'est ce que signifie être vraiment surclassé, car une nouvelle forme de magie flotte désormais au-dessus. Il la lance droit sur Ruth, mais bien sûr, Grimm commence à l'absorber, laissant Evert sans voix.